Merci, alors j'ai un micro au travail. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction et j'espère ne pas décevoir après la pression que Frédéric m'a mise sur les épaules, de vous surprendre et de vous interpeller. Donc je vais faire de mon mieux. Avant de commencer, juste 3 minutes, je vais vous dire qui je suis, ça va justifier les propos que je tiens ce soir et l'angle volontairement retenu. Aujourd'hui, je suis devenu conseil en stratégie soutenable, durable, via un cabinet nantais qui s'appelle Alternité. Ça a été le long résultat d'un cheminement qui n'était pas évident au départ, puisqu'au départ, j'étais un financier pur et dur. J'ai travaillé un petit retour micro, qui me gêne un petit peu. Non ? J'entends un petit retour ? Bon, c'est pas grave. Et j'ai commencé dans la finance. Dans la finance, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans la bourse quand j'avais 20 ans, parce que j'ai pris le virus de la bourse en tant qu'étudiant, pour gagner un peu d'argent. Et puis je me suis rendu compte que la bourse, le stock exchange, comme on dit, c'était drôle, amusant, passionnant, parce qu'on est au cœur du système capitaliste. Et quand vous êtes dans la bourse, vous comprenez la psychologie des hommes, vous comprenez la politique, la géopolitique, le problème des ressources naturelles, le problème des taux d'intérêt, vous comprenez tout. Et c'est ça qui m'a passionné pendant 15 ans. Et puis au bout de 15 années, donc j'ai travaillé pour le Journal des Finances, Bloomberg, BFM, Le Monde, Le Figaro, L'Expansion, tous ces journaux. Et je spéculais beaucoup à titre personnel. Tous les jours, j'avais mes écrans allumés, je passais des ordres sur les varants, les options, sur tout ce qui me tombait sous la main, sans aucun problème déontologique, parce que c'était normal. C'est comme ça que le monde tournait. C'est les autres qui n'avaient pas compris, les écolos. Et puis, après quelques années de discussions houleuses avec mon épouse, qui elle était tombée dans le bain plus tôt que moi, eh bien, j'ai commencé à me remettre en question, à réfléchir et à me dire, et finalement, ton système que tu cautionnes tous les jours, est-ce que c'est pas un peu le maillon qui fait qu'on va droit dans le mur? Et cette réflexion, elle a commencé en 2004. Et en 2004, je suis allé voir le journal Le Monde en leur disant, ça suffit, il faudrait parler de la finance, l'autre finance, la finance utile. Parce qu'il y a des financiers très bien, hein. Il ne s'agit pas de faire le procès de la finance de manière générale, mais il y a des financiers qui font n'importe quoi, les grandes banques américaines notamment, et il est temps de passer à autre chose. Et j'ai commencé à faire de la pédagogie sur la finance socialement responsable, la finance solidaire, tout ce qu'on appelle finance qui apporte quelque chose à la collectivité. Et j'ai publié un livre en 2008, j'étais un peu énervé, donc j'ai écrit quelque chose qui s'appelle l'alter-entreprise, l'autre façon de penser l'économie. Et puis ces dernières années, mon cheminement s'est poursuivi. Et dernièrement, on a décidé avec mon épouse de créer une société d'édition pour s'affranchir des objectifs marketing des grands éditeurs. Et cette société d'édition a vocation à publier des livres engagés qui vont changer le monde. Juste ça, c'est tout. et vous avez, pour certains, pour les salariés de Socomore, vous l'avez entre les mains. On a publié La Nouvelle Controverse, qui est mon dernier ouvrage, et il y en aura d'autres dans les prochains mois. Et c'est un nouveau projet d'entreprise et ça nous excite beaucoup. Et le but étant avant tout d'apporter des idées nouvelles et que ce soit rentable, parce que si ce n'est pas rentable, ça ne marchera pas. Mais la rentabilité n'est pas la finalité du projet. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc ce soir, je vais vous parler d'un monde qui est en train de s'effondrer, c'est le nôtre, et d'un autre qui est en train de naître, c'est celui qu'on est en train de construire à notre insu, de manière plus ou moins impliquée, en tant que citoyen, en tant que collaborateur, voire en tant que dirigeant. Les choses sont en train de changer. Et j'ai eu l'envie de démarrer cette conférence de manière un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai eu envie de vous emmener dans une île du Pacifique, à Nauru, pour commencer. Alors je ne sais pas si parmi vous des gens connaissent Nauru. C'est une petite île du Pacifique qui fait 21 km² et sur laquelle il y a 4000 habitants. Et pourquoi je vous parle de Nauru ce soir? Parce que Nauru nous envoie un signal fort. Elle nous envoie un signal de ce qui nous arrive au niveau planétaire, mais dont on ne se rend pas compte. L'histoire de Nauru, c'est extrêmement simple. Au 19e siècle, en 1896, il y a un bateau britannique qui s'arrête et qui ramasse un caillou. Le capitaine du bateau ramène ce caillou en Australie. Et ils analysent le caillou et ils se rendent compte que c'est du minerai de phosphate. Et le minerai de phosphate est un minerai extrêmement utile pour développer l'industrie qui est en train de se répandre un peu partout dans le monde occidental. Et Nauru devient une mine à ciel ouvert pendant un siècle, avec l'appui des habitants qui jusqu'ici vivaient de la cueillette et de la pêche. Ils découvrent les richesses du phosphate grâce aux colons qui vont industrialiser le phosphate à Nauru. Et tout se passe bien jusqu'aux années 70, date à laquelle Nauru devient une île indépendante, récupère son phosphate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce phosphate, il est issu de quoi? Il est issu de la décomposition de fientes d'oiseaux pendant des millions d'années. Mais il y a beaucoup de phosphate dans le sol. Donc c'est une question qu'on ne se pose pas, et on exploite le phosphate, et on l'exploite, et on l'exploite. Et ça rapporte beaucoup d'argent à Nauru. Ça rapporte tellement d'argent que les Nauruans, finalement, n'ont plus besoin de travailler, n'ont plus besoin d'aller pêcher, n'ont plus besoin d'avoir une activité physique, parce que les revenus par habitant sont de 50 000 $, ce qui en fait le deuxième pays le plus riche au monde derrière l'Arabie Saoudite, grâce à une ressource, le phosphate. Et en quelques années, entre 1970 et 1990, les Nauruans, qui étaient des gens actifs, impliqués, proches de l'environnement,
deviennent des gros consommateurs. Je dis gros parce que c'est le terme qui convient. Ils deviennent petit à petit complètement oisifs, tout est gratuit, il n'y a plus d'impôts. Ils sont très riches et ils achètent des voitures, des Porsche, ils mangent du caviar, ils achètent tous les produits de luxe qui existent dans le monde. Certaines familles de Nauru ont même 5 voitures de luxe pour une route qui fait 5 km de long. On construit une piste d'aéroport, on lance une compagnie aérienne, on lance des campagnes de communication avec des télécommunications énormes, des infrastructures colossales que seuls les pays très riches peuvent se payer. Et puis le gouvernement nauruan, ce qui n'est quand même pas complètement idiot, se dit bien que cette mine de phosphate, un jour ou l'autre, elle va s'épuiser. Donc il commence à réagir. Et pour diversifier ses avoirs, qu'est-ce qu'il fait? En homme avisé, ils investissent dans la finance mondiale. Là, vous connaissez la suite, on va de crack en crack, et toutes les économies des Nauruans passent à la poubelle, passent à la trappe, et ils sont ruinés. Mais comme il s'agit de préserver le bien-être social et la paix sociale, on subventionne les Nauruans et on emprunte des sommes colossales sur les marchés financiers pour continuer à délivrer une qualité de vie aux Nauruans qui est l'oisiveté. Et le résultat, c'est qu'en 1997, la mine de Nauru est complètement épuisée, il n'y a plus de phosphate. En 100 ans, on a réussi à épuiser le travail de millions d'années que la nature avait fait. Il y a des dettes, énormément de dettes, il y a une oisiveté totale, il y a un taux d'obésité qui atteint 90% de la population, et une espérance de vie qui aujourd'hui a chuté à 56 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. C'est le naufrage de Nauru. Et Nauru aujourd'hui est devenu une plaque tournante de l'argent sale, parce qu'ils n'ont plus d'autres activités possibles. Et pourquoi je vous parle de Nauru? Parce que ce que l'on vit aujourd'hui au niveau mondial, c'est exactement la même chose. Nous sommes en train d'épuiser les ressources qui se sont créées, accumulées pendant des milliards et des milliards d'années, et tout ça, nous avons commencé à le faire il y a seulement 250 ans, avec la première révolution industrielle. Et en 250 ans, nous avons déjà épuisé 80% des ressources planétaires. Il nous reste 20%. 20% qu'il va falloir utiliser précautionneusement, de manière très réfléchie et raisonnée. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais 7 milliards d'habitants, peut-être 10 un jour, et avec 20% de ressources, il va falloir arriver à créer une harmonie, une société où tout le monde trouve sa place. Donc ça suscite beaucoup de questions, c'est de ça dont on va parler ce soir. Vous allez voir, ça nous concerne tous, en tant que citoyens, comme l'a dit Frédéric Lescure, en tant que collaborateurs demain, en tant qu'entrepreneurs, et en tant qu'acteurs quotidiens de tout ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Donc avant de vous montrer que, fort heureusement, les choses changent et que des citoyens à travers le monde se mobilisent, réagissent, changent de comportement et inventent le monde de demain, on va commencer par parler de la fin du monde actuel. Parce que vous l'aurez bien compris, vous le savez tous, je ne vais rien vous apprendre, ça ne tourne pas très rond, surtout en Occident. Ce n'est pas le cas de l'Asie, ce n'est pas le cas de l'Amérique du Sud, ce n'est pas le cas de l'Afrique, c'est des continents en forte croissance. Tout dépend ce qu'on met vers l'idée de croissance, on en parlera tout à l'heure. La croissance, c'est vague comme notion. Mais l'Occident, qui était la locomotive des 2 premières révolutions industrielles, est en train de s'essouffler et on est en train de se heurter collectivement avec cette locomotive. Tout le train va droit dans le mur. En fait, la mauvaise nouvelle, avant de parler de la bonne, c'est que nous avons la chance et la lourde responsabilité de vivre la fin de notre monde. Le monde tel qu'on le conçoit depuis 250 ans et tel qu'on le conçoit surtout depuis 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, le monde basé sur l'hyperconsommation et le surendettement, c'est terminé, et ce, pour 5 raisons. 5 raisons, pourquoi? Je vais vous les exposer. Pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, je me suis appuyé sur les travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Jared Diamond. Et Jared Diamond, qui est professeur à l'UCLA, a recensé, a travaillé pendant 40 ans sur l'effondrement des grandes civilisations. Maya, la civilisation du croissant fertile, Iran, Irak, Koweït, etc. Et pourquoi ces grandes civilisations ont disparu? Je vous rappelle que les Mayas n'ont pas disparu parce que les conquistadors arrivaient, ils ont disparu au IXe siècle, bien avant les conquistadors. Ils ont disparu alors qu'ils maîtrisaient les mathématiques, l'architecture, la médecine, l'astronomie, le commerce. Ils maîtrisaient autant de choses que nous aujourd'hui, avec des outils différents bien sûr. Et ils ont disparu, ils se sont effondrés. Et Jared Diamond a travaillé sur le pourquoi ces gens ont disparu alors qu'ils avaient tout pour être rentables, pour être prospères. Eh bien, ils ont disparu comme à chaque fois, comme les autres grandes civilisations du passé, ils ont disparu parce que 5 facteurs d'effondrement étaient réunis. Et la mauvaise nouvelle, avant de passer aux bonnes, c'est que les 5 facteurs d'effondrement sont à nouveau réunis en ce XXIe siècle, et que l'humanité est confrontée à son plus grand défi qu'elle n'ait jamais connu, c'est qu'elle doit faire face à son inhumanité pour assurer sa survie. Alors, je vais vous énumérer ces 5 facteurs et après je passerai aux bonnes nouvelles. Premier facteur, alors j'ai mis quelques titres en anglais pour nos amis étrangers, de façon à ce que, si à la traduction vous avez un peu de mal à suivre, vous aurez quelques appuis écrits qui permettront de suivre le raisonnement. Premier facteur, c'est le facteur environnemental.
toutes les grandes civilisations finissent par infliger des dommages collatéraux, parfois irréversibles, à leur environnement. Quand je parle d'environnement, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de bouger, ce qui nous permet de consommer, ce qui nous permet de vivre. Et à force de polluer son environnement ou de le détruire, qu'est-ce qui se passe? Un jour ou l'autre, la civilisation risque de s'effondrer. Que vit-on aujourd'hui? Nous vivons au XXIe siècle dans un modèle économique assez récent. Hein. Il est tout jeune, ce modèle économique. Il a quelques décennies seulement. Dans un modèle économique basé sur un constat qui est le mythe d'une croissance infinie, le mythe de ressources que l'on peut puiser massivement, transformer et jeter. Ce mythe, il est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on a déjà utilisé 80% des ressources. Et d'autre part, on a une demande mondiale qui est en train d'exploser. Pour vous qui êtes implantés mondialement, vous le savez, en Asie, en Amérique du Sud, demain c'est l'Afrique. Une demande en minerais, en matières premières, en ressources végétales pour s'alimenter, bref, des ressources, tout le monde en veut aujourd'hui. Mais ces ressources, elles ne sont pas pérennisables à l'infini, puisque ce sont des ressources fossiles qu'on est en train de prendre, on pille, on transforme et on jette. Et là, ça pose problème. Comment allons-nous vêtir, nourrir, faire bouger 7 milliards d'individus qui veulent accéder aux standards de vie américains? Il est là le problème, elle est là la question. Non pas que ça soit une mauvaise chose, ce modèle qu'on a développé. La question, c'est est-ce qu'on peut le pérenniser? Et est-ce que quand 7 milliards d'individus se séparent le gâteau, est-ce que ça marche? Comment on a pu développer ce modèle économique qu'on appelle le capitalisme, qui s'est accéléré depuis 1950? Eh bien parce que je vous rappelle qu'en 1915, sur cette planète Terre, il y avait 1,3 milliard d'individus. En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2,5 milliards d'individus. Et il y avait combien de consommateurs potentiels en 1945? Il y avait les États-Unis, un peu l'Europe, grosso modo. Quand je parle de consommation, c'est de consommation de matières qu'on transforme et qu'on jette. Ça faisait 500, 600 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'illusion que 7 milliards d'habitants vont consommer les mêmes choses et on va continuer à puiser, puiser, puiser. Eh bien, ce modèle, il n'est plus pérenne parce qu'à mesure que les ressources sont de plus en plus lointaines, de plus en plus rares, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour aller chercher l'énergie qui permet d'extraire ces matières. Un exemple concret, le pétrole. Aujourd'hui, les ressources s'amenuisent, on le sait. Le peak oil, on l'a passé en 2006. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, pour aller chercher du pétrole en eau profonde, il faut aller forer très 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 loin. Ça veut dire qu'il faut des tubes en acier sans soudure fabriqués par Vallourec et que ces tubes, ça coûte très cher en énergie et en minerais pour les fabriquer, pour aller chercher cette énergie lointaine, qui va donc coûter extrêmement cher en dollars et en énergie et en matière. C'est un cycle vicieux, un cercle vicieux dans lequel nous rentrons, qui veut dire qu'on rentre dans un cycle inflationniste de ces ressources naturelles et notamment des ressources énergétiques pétrolifères. Le pétrole coûtera de plus en plus cher, quoi qu'il se passe. Et là, ça pose un vrai problème quotidien, car si demain, le prix du baril passe à 200 $ du fait d'un accident géopolitique qui peut arriver n'importe quand, ou du fait d'une pénurie qui est plus forte que prévu, que se passe-t-il? Est-ce que vos collaborateurs feront 30 km avec un plein d'essence à 300 € toutes les semaines pour venir travailler? Non. Tout le système basé sur la mobilité des gens sur une économie pétrolifère, c'est terminé. Ça peut déraper n'importe quand. Il suffit qu'un scoud israélien tombe sur une centrale iranienne et vous savez ce qui se passe. Le détroit d'Ormuz est fermé, le pétrole flambe. Et même l'aéronautique est touchée d'ailleurs, tout de suite, immédiatement. Nous sommes dans ce monde extrêmement fragile. On se rassure en se disant ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Vous imaginez si ça arrive? Mais c'est comme le volcan. Quand il explose, on n'y peut rien, c'est là. Et l'économie s'arrête. On est sur un volcan pétrolier colossal. Ce problème environnemental et ce rapport qu'on a aux ressources naturelles, qui est un rapport de pillage, de transformation, et je jette, j'accentue volontairement le trait, mais quand on regarde les choses, c'est ce qu'on fait, eh bien, nous pose un autre problème. C'est qu'au-delà du pétrole, tout le modèle économique de surconsommation dans lequel nous sommes depuis 50 ans repose sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il y a un homme qui s'appelle Robert Landon qui a une idée de génie en 1930. Face à la crise de 29, face au ravage de la crise sur les individus et sur le chômage, il regarde ses compatriotes américains, il se dit « j'ai l'idée pour sortir de la crise ». Il va voir les grands patrons de l'époque, les Henry Ford et autres, les patrons de General Electric, il leur dit « arrêtez de faire des produits solides, le durable c'est terminé, faites des produits jetables, parce qu'on va créer des usines, on va fabriquer, on va vendre, on va renouveler et on va embaucher par millions des Américains ». Et il avait raison. Et pourquoi il avait raison? Parce qu'en 1930, il n'y avait que 1,5 milliard d'individus et que nous étions les colons du monde et que nous avions des colonies où on pouvait les ponctionner les matières premières gratuitement. Et il fallait les exploiter à l'époque. Vous transposez cette vision 100 ans après,
L'obsolescence programmée n'est plus possible parce qu'on passe notre temps à fabriquer des produits jetables dont les composants sont extrêmement coûteux, extrêmement rares. Tout le monde a un smartphone quasiment dans cette salle, à 99%. Si vous saviez ce qu'il y a dans le smartphone comme minerai, mais c'est un coût faramineux en termes d'exploitation environnementale, sans parler des conditions sociales des gens qui travaillent dans les mines. Et ça, on les jette. On les jette, on les jette, on les renouvelle tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que le marketing nous dit que votre produit est obsolète. C'est tout. On va sortir de cette obsolescence pour des raisons démographiques et pour des raisons géologiques. Deuxième facteur d'effondrement qui accentue le premier, notamment au niveau céréalier, au niveau alimentaire, c'est que toutes les grandes civilisations qui ont disparu ont fait face à un changement climatique majeur. Alors, oui, nous vivons un nouveau dérèglement climatique majeur dans l'histoire de l'humanité. S'il y a des climato-sceptiques dans la salle, vous allez me répondre, ce n'est pas la première fois. Et on s'en est sorti. Le on, j'aime bien. On s'en est sorti. Il y a eu combien de morts? Alors, là où ça change pas mal de choses, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas normal ce dérèglement. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ce dérèglement va avoir lieu sur un siècle. Les dérèglements climatiques précédents avaient lieu sur 5 siècles, 10 siècles. Ça laissait le temps à la faune et à la flore de s'adapter. Cette fois-ci, beaucoup d'espèces vont disparaître, beaucoup d'espèces végétales et animales disparaîtront très rapidement, faute de pouvoir s'adapter, ce qui pose un problème alimentaire. Deuxième facteur différenciant, c'est que cette fois-ci, le dérèglement climatique, on ne le vit pas à 500 millions de nomades et de gens qui peuvent bouger facilement. Nous sommes massivement urbains, de plus en plus urbains. Nous serons 7 à 9 milliards dans les prochaines années. Et imaginez que 7 à 9 milliards de personnes bougent pour faire face à ces excès de chaleur, comme cette région d'Asie, de l'Australie où il fait 54 degrés en violet. Mais c'est complètement ridicule de penser que ça va se passer tout seul. On ne s'en sortira pas comme ça. On va devoir s'adapter. Parce que quand il y a quelques dizaines de milliers de Roms qui rentrent en France, ça pose problème. Quand ça va être 1 milliard d'Africains qui vont taper à la porte en disant « il fait trop chaud en bas, faites-nous de la place là-haut », vous imaginez les conséquences sociales, géopolitiques, économiques, c'est catastrophique. Il faut s'y préparer, il va falloir trouver une solution. Et ce dérèglement aujourd'hui fait globalement l'unanimité, parce que même les organisations internationales qui ne sont pas des ONG écologistes, la Banque mondiale en premier lieu, nous dit « attention les gars, si vous ne faites rien, c'est 4 degrés de hausse qui nous attend ». Et 4 degrés de hausse, ça veut dire que le cercle, le vortex polaire qui est descendu sur les États-Unis ces dernières semaines, il pourrait peut-être descendre tous les ans. Et là, ça fait plus rire beaucoup de monde. Parce que dérèglement ne veut pas dire qu'il fait chaud tout le temps. Hein. Dérèglement, ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi, il n'y a plus de régularité, on ne sait plus ce qui arrive. C'est ce dans quoi nous sommes rentrés aujourd'hui. On ne maîtrise plus rien. Et le vortex polaire qui descend sur les États-Unis, personne ne l'avait anticipé. Et personne ne sait quand il va remonter. Et en Australie, si vous avez suivi l'actualité, il y avait quelques articles ces derniers jours, sur la date d'avant-hier, où des chauves-souris tombent du ciel. Elles ont tellement chaud qu'elles meurent par milliers. Il y a une grande, grande sécheresse en ce moment en Australie. C'est du jamais vu. Et ça aura des conséquences agricoles, donc sociales et économiques. Tout ça pour vous dire qu'il faut avoir une vision complexe des choses. La question du dérèglement climatique n'est pas une question écologique. C'est une question économique, sociale, sociétale, politique, militaire. Ça concerne toute la vie humaine. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Ça a des impacts sur l'agriculture, ça a des impacts sur la qualité de vie et donc sur les politiques qui seront décidées en Asie. Et la bonne nouvelle aujourd'hui pour les Chinois, c'est peut-être que la pollution est devenue tellement importante et tellement problématique que ça va les obliger à changer de modèle économique. Mais cette pollution, ce n'est pas la pollution de la Chine, c'est la pollution de l'Occident qui est en Chine, puisqu'on fait fabriquer les produits là-bas. Mais c'est la nôtre aussi. Et pour ceux qui vivent en Chine et qui travaillent en Chine, et ceux qui voyagent régulièrement, vous savez à quel point il est difficile de voir un coin de ciel bleu aujourd'hui à Shanghai ou à Pékin. Et nous sommes rentrés, ça c'est pas une bonne nouvelle, nous sommes rentrés dans l'âge adulte de l'humanité, puisque enfin, nous avons la capacité de tout sauver ou de tout détruire. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. L'humanité est entrée dans l'anthropocène. C'est très récent, c'est 1950, l'arme nucléaire, la chimie à grande envergure, l'agrochimie, l'agriculture, tout ça, c'est l'anthropocène. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de tout balayer du revers de la main et de revenir à l'âge de pierre, c'est pas ça la question. On va le voir après. La question, c'est comment on fait pour être raisonnable et faire en sorte qu'on prenne le meilleur des innovations scientifiques tout en respectant le vivant, parce que derrière, c'est notre survie qui est en jeu. Mais pour la première fois, Homo sapiens est en capacité de détruire sa planète. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est surtout se détruire lui-même, parce que la planète sera là après nous, elle était là avant nous. C'est nous qui sommes en danger, c'est l'humanité. Donc il faut enlever des rapports annuels, sauvons la planète, ce n'est pas le problème, c'est sauvons l'humanité. Troisième facteur qui découle des deux autres, c'est que quand les ressources agricoles deviennent difficilement accessibles, quand les ressources minérales deviennent plus rares,
quand les dérèglements climatiques font qu'on se bagarre pour pouvoir manger à sa faim à des prix raisonnables, eh bien les alliances militaires d'hier volent en éclats. Et quand vous lisez l'actualité depuis 20 ans, à quoi assiste-t-on? On assiste à une résurgence des conflits armés. Les États-Unis ont donné le là avec l'Irak il y a quelques années, l'Europe a enchaîné avec le Kosovo, les Yougoslavies, et aujourd'hui la France fait la guerre en Afrique. Pourquoi nous faisons la guerre en Afrique? Ce n'est pas du tout pour les droits de l'homme ou les droits de la femme, il ne faut pas se faire d'illusions. On sait très bien qu'il y a de l'uranium, il y a des minerais précieux, et qu'il faut s'accaparer ces minerais, sinon c'est les autres qui vont les prendre. Voilà pourquoi on fait la guerre. On est rentré dans cette ère de conflit à nouveau, encore, malheureusement, mais c'est une réalité. Quatrième facteur d'effondrement qui découle des trois premiers, c'est que les alliances diplomatiques, est-ce qu'elles vont survivre? Est-ce que l'OMC survivra à ces conflits? Est-ce que l'Europe va survivre à la crise économique quotidienne, à la crise sociale et à la pénurie de ressources? Mais j'en sais strictement rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que le statu quo actuel européen n'est pas possible. Soit l'Europe évolue vers un fédéralisme, une unité, avec une politique agricole commune, une politique fiscale commune, une politique industrielle commune, avec des salaires équivalents dans tous les pays, et pas 250 € en Bulgarie et 1500 de SMIC en France. C'est complètement absurde, ça ne peut pas marcher. Il faut harmoniser tout ça. Soit l'Europe sort vers le bas, c'est-à-dire c'est l'éclatement. C'est le retour aux monnaies locales, comme on a connu en 1992 avec ce qu'on appelle les dévaluations compétitives. Chacun se fait la guerre. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Mais le mix qu'on vit aujourd'hui, il n'est pas tenable. Parce qu'on est allé trop vite, on a créé une Europe monétaire avant de créer une Europe politique et économique. Donc ça ne marchera pas. Cinquième facteur, et c'est celui que je préfère, c'est que quand une société est en difficulté, quand une civilisation a tendance à s'effondrer, à péricliter, ceux qui peuvent changer les choses, essentiellement, enfin dans le monde d'hier, c'était les élites qui pouvaient changer les choses, aujourd'hui on verra que c'est nous qui pouvons changer les choses, c'est l'individu, c'est pas l'élite. Eh bien ces élites, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un vieux réflexe. Et ce vieux réflexe, vous le connaissez tous, c'est de se protéger. Parce que comme ça va bien en haut, il n'y a pas de raison qu'on aille voir ce qui se passe en bas, on va se protéger, puis on va faire une petite muraille de Chine pour surtout qu'on ne vienne pas nous embêter. Et dans chaque grande civilisation, les élites se protègent, et j'ai pris l'exemple de la finance mondiale en 2008, parce qu'on a connu Lehman Brothers, l'effondrement des grandes banques américaines, avec une faillite qui était un vrai scandale, c'est du grand banditisme ce qui s'est passé. C'est le plus grand casse de l'histoire, c'est ce qui s'est passé en 2008. On a comme versé des milliards de dollars pour récupérer des gens qui étaient des fraudeurs et des gens malhonnêtes. Et aujourd'hui, c'est reparti comme avant, de bonne guerre. Et ce système ultra spéculatif, donc là je parle de la finance spéculative, Wall Street, Euronext, Singapour et compagnie, eh bien cette finance de marché qui est au-dessus de nos têtes, qu'il faut bien décorréler de l'économie réelle et de la finance quotidienne qui finance les entreprises, des banques locales, régionales, cette grande finance internationale qui n'a plus rien à voir avec l'économie locale, elle, met en péril le système et profite à qui? Je vous mets au défi de me dire en quoi l'essor des produits dérivés vous a profité au quotidien, en quoi ça a amélioré votre vie, en quoi ça vous a apporté du bien-être. Paul Volcker a posé la même question à des banquiers américains il y a quelques mois aux États-Unis, il n'y en a pas un qui a su répondre. Et on se rend compte qu'à mesure que les choses sont de plus en plus difficiles au niveau quotidien pour les Occidentaux, pour le citoyen moyen qui consomme, eh bien, la répartition des richesses s'accentue, mais dans un seul sens. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple des États-Unis, qui a toujours un temps d'avance sur les autres zones géographiques, on est revenu au niveau de 1917 en termes de répartition des richesses. 100 ans de progrès social ont été gommés en l'espace de 15 ans. Aujourd'hui, 1% des plus riches américains détiennent plus de la moitié du PIB. C'est une vraie régression. Et ça pose un problème. Pas le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, ça ne me gêne pas du tout. Tout le monde a le droit de gagner de l'argent, heureusement. Ce qui me pose problème, c'est que ça met en péril le modèle économique, parce que qui soutient le modèle capitaliste? Ce n'est pas Bill Gates qui fait ses courses au supermarché tous les jours. C'est l'Américain moyen. Et l'Américain moyen, il est en train de s'appauvrir. Et s'il s'appauvrit, s'il s'endette moins, s'il consomme moins, c'est tout un système qui peut ralentir brutalement. Et c'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui, puisque les Européens épargnent, et on se dit la croissance européenne ne repart pas, mais elle ne repartira pas, parce que les gens vont épargner de plus en plus face au chômage, face à la crainte de demain, et vont dépenser moins. Et si on dépense moins, on consomme moins, si on consomme moins, les entreprises tournent moins, donc la consommation patine. Et on est rentré dans cette spirale infernale, où on essaye de booster tout ça avec des emprunts faciles, avec du crédit facile, mais néanmoins, on sent que la machine est en train de patiner et elle s'enlise. Voilà où on en est. Et malgré ces écarts, on se rend compte que les banques centrales continuent à injecter des liquidités massives dans les marchés financiers, ce qu'on appelle les injections de liquidités, les quantitative easing. Et ces quantitative easing, c'est ni plus ni moins que la seringue des junkies. On est en train de balancer de l'argent dans les marchés financiers à coups de seringue, pour surtout pas que Wall Street baisse et que l'Europe derrière baisse,
que Londres baisse, parce que si les marchés baissent, c'est l'économie qui s'effondre. Et on maintient artificiellement, aujourd'hui, pour ceux qui suivent la bourse, vous savez que le Dow Jones est à 16 000 points. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il est à 16 000 points. Hormis l'effet liquidité, qui est un effet artificiel. L'économie américaine va mieux que l'économie européenne, certes, mais elle n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il n'y a aucune raison que la bourse soit au plus haut historique. Il y a un décalage. Mais c'est l'injection de liquidité. Il y a de l'argent, donc il faut que l'argent se place. Et on continue à développer malgré tout ça, malgré 2008, l'effondrement de Lehman Brothers, malgré les excès de certains banquiers d'affaires, et on continue à développer des pratiques qui n'apportent rien à l'économie réelle, comme le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est quoi? C'est des ordinateurs qui sont programmés pour passer des ordres de bourse à la milliseconde toute la journée, toute la journée, toute la journée. Vous prenez nos meilleurs ingénieurs, qui sont de Polytechnique, de Centrale, vous leur dites ne va pas travailler dans l'industrie, ne va pas chez Socomore. Tu risquerais d'inventer un truc utile pour les autres. Viens dans la finance, tu ne vas rien inventer, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Et comme ils ont 20 ans, ils y vont et on ne peut pas leur jeter la pierre. Parce qu'à 20 ans, il y a ce rêve de gagner de l'argent facilement. Donc ils vont dans la finance et ils programment des ordinateurs. Et ces ordinateurs passent des ordres. À quoi sert cette finance? À rien, à part créer de l'argent pour de l'argent. Nous sommes dans ce que Aristote appelait une crise crématistique. Le mot est affreux, mais ça veut dire en deux mots que l'argent devient une finalité et n'est plus un moyen d'échange. Alors que la monnaie n'est qu'un moyen. Ça ne devrait pas être une finalité. Et on voit toujours ces gens en place, JP Morgan, Goldman Sachs, qui sont condamnés à plusieurs milliards d'amendes, mais ils sont toujours là. Alors que vous, si vous voulez 100 € dans une caisse, vous allez tout de suite aller en prison sans passer par la case départ. Donc voilà, ça choque personne, mais c'est symptomatique d'une élite qui se protège, qu'on maintient et qui va précipiter l'effondrement, parce que l'une des raisons de l'effondrement, peut-être dans les 5 prochaines années, c'est le grand krach financier. Moi, je suis persuadé qu'on est à la veille d'un grand krach. Quand? Je ne sais pas. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais ça va finir par arriver compte tenu de la masse monétaire virtuelle qui est créée aujourd'hui. Il n'y a plus de contrepartie physique. Ça nous pend au nez. Donc soyez très vigilants. Les conséquences de tout ça, vous l'aurez compris, c'est qu'on est rentré dans une baisse durable du pouvoir d'achat des ménages occidentaux. C'est-à-dire que nous tous dans cette salle, nous sommes condamnés à nous appauvrir de manière relative, mais à avoir moins de revenus par rapport à ce qu'on pourrait ou ce qu'on a acheté par le passé. Ça veut dire que nous sommes rentrés contre nous, contre notre gré, nous sommes rentrés en décroissance parce que la situation économique fait peur, un peu partout en Europe. La France n'est pas la plus mal lotie, mais quand vous voyez ce qui se passe au Portugal, en Italie, en Grèce, en Irlande récemment, et en France, c'est pas joli non plus, hein, c'est dur le marché de l'emploi, bien, comment voulez-vous que la machine tourne aussi vite qu'elle a tourné dans les années 90? Il n'y a que les économistes pour vous dire des choses comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est du bon sens, c'est de l'épargne de précaution. Et nous sommes arrivés à cette période de l'histoire occidentale, et par effet ricochet l'ensemble du monde, parce que même si ça va encore très bien pour la Chine aujourd'hui, il y a des signes de ralentissement de l'économie qui font un peu peur aux autorités chinoises. Bon, on est à 7% au lieu de 8 ou 6 au lieu de 8, ça va encore. Mais on sait que le monde est complexe, connecté, interconnecté. Si l'Occident marque le pas brutalement, le reste du monde en subira les conséquences inévitablement. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de barrière entre les zones géographiques. Ça, c'est complètement absurde. On nous l'a dit en 2008. Ne vous inquiétez pas, la crise financière, elle est occidentale, elle n'est pas asiatique, elle n'est pas sud-américaine. Tout le monde a été touché. C'est l'effet domino, c'est évident. Le monde est interconnecté. Et nous sommes arrivés donc à la fin d'un monde, la fin du monde dans lequel nous sommes tous nés et dans lequel nous évoluons tous aujourd'hui. Eh bien, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire que c'est fini. Comme dit un copain, c'est fini, F-I-N-I. Imprimez-le, c'est terminé. Il va falloir repenser les choses de fond en comble, et ça, c'est super enthousiasmant. Donc là, je vais devenir optimiste, parce que je suis un optimiste de nature, et je trouve qu'on vit une période exceptionnelle, parce que nous avons la chance de vivre une période que peu d'hommes connaîtront et ont connue dans leur histoire. Jamais l'humanité n'a été confrontée à un tel défi. Ce défi, c'est 7 milliards d'habitants qui doivent vivre ensemble, sans se taper trop dessus, et survivre ensemble. C'est énorme. C'est un enjeu phénoménal. Tous les ingénieurs devraient être aux anges, il va falloir tout inventer, tout créer, il va falloir trouver des solutions qu'on n'a pas encore imaginées. Et ça, c'est exceptionnel parce que nous avons la chance de vivre ce que je qualifie d'une nouvelle renaissance. Alors pour nos amis italiens, une renaissance italienne, bien sûr, avec tout ce que ça a comporté, j'y reviendrai après. Et nous vivons peut-être quelque chose d'encore plus puissant, un nouveau néolithique. La renaissance, je détaillerai après. Le néolithique, 30 secondes, pourquoi un nouveau néolithique? Il faut bien comprendre que jusqu'au néolithique, Homo sapiens était chasseur-cueilleur. Nous vivions de la pêche et de la chasse en tribu, et nous évoluions, nous étions nomades.
S'il n'y avait plus à manger dans une partie d'Asie, on allait dans une autre partie et on marchait pendant des jours et on trouvait de la nourriture. C'était ça l'humanité jusqu'à 15 000 ans, il y a 15 000 ans. Et puis il y a 15 000 ans, l'humanité change radicalement. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes commencent à construire les premiers villages lacustres, les premiers villages terrestres. Où? Dans le croissant fertile. Iran, Irak, Koweït, qui était fertile parce qu'à l'époque, il était fertile. C'est pour ça qu'on l'appelle croissant fertile. Il y avait des forêts, il y avait des champs, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Des animaux, du bétail, des forêts, du bois, tout. Aujourd'hui, c'est le désert. Pourquoi c'est le désert? Parce qu'on a déforesté un peu trop vite pour étendre son royaume et faire des bateaux de guerre. Ça, c'est retour à la case 1. Comment l'être humain est passé du stade de nomade au stade de sédentaire? Comment on a pu passer d'un stade de chasseur-cueilleur à un stade où on vit en société, en village, en communauté, et on apprend à vivre ensemble, et on élabore des règles sociales, et on structure la société avec des artisans, des commerçants, des bourgeois et une noblesse. C'est énorme comme changement. Eh bien, parce qu'au néolithique, on a inventé une nouvelle technologie qui a changé la face de l'humanité. Et cette nouvelle technologie, vous la connaissez, c'est l'agriculture. Dès lors que l'humanité a pu apprendre à cultiver sa nourriture, elle a pu abandonner le nomadisme et se sédentariser. Et ça a tout changé. Et pourquoi je vous parle du néolithique? Parce qu'aujourd'hui, peut-être, moi j'en suis sûr, mais je vous dis peut-être, que les réseaux sociaux, ce que l'on vit depuis 20 ans, l'Internet et toutes les conséquences que ça a, parce qu'on a la préhistoire des réseaux sociaux, eh bien c'est l'équivalent de l'agriculture. Ça va tout changer. Ça va tout changer, c'est-à-dire que la société va se structurer différemment. Notre rapport à l'autre va changer, notre rapport à la propriété va changer, notre rapport à l'argent va changer, notre rapport à l'entreprise va changer, tout va changer. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, et c'est ça qui est extrêmement enthousiasmant. Nous vivons une période inédite dans l'histoire de l'humanité, mais extrêmement lourde en responsabilité, parce que si en tant que citoyen, en tant que collaborateur, nous ne prenons pas conscience de cette responsabilité, c'est l'anthropocène, on passe à côté, on détruit tout. Et là, ce ne sera pas joli joli. Par contre, si on en prend conscience et qu'on fait l'effort de changer les choses à son rythme, en douceur, sans dogmatisme, et en acceptant les uns les autres dans leurs différentes capacités à appréhender le changement, là, on peut espérer que l'humanité survivra. Alors pourquoi une nouvelle renaissance? Parce que la renaissance est plus proche de nous, c'est plus facile à appréhender. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la renaissance européenne qui est partie d'Italie? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des mécènes, des gens qui ont décidé de financer des artistes, des créatifs, des intellectuels. À Florence, à Venise, ils ont dit « Allez-y, étonnez-nous, on vous donne de l'argent, on vous soutient, inventez un monde nouveau. » Et c'est parti, la créativité. Et on finit par armer des bateaux pour aller chercher les plus belles soies, les plus belles étoffes, les plus beaux épices à travers le monde. Et vous connaissez la suite. Par hasard, un certain Christophe Colomb tombe sur une île, il pense être aux Indes, il est aux Antilles et il découvre ce qui sera par la suite un nouveau monde. Et donc, la Renaissance, c'est une période durant laquelle notre conception du monde a complètement changé. Nous sommes passés d'un monde avec Europe, Afrique, Asie, un tout petit monde qui tenait sur une pièce, coupé en trois, à un monde immense. De l'autre côté de l'eau, comme on dit, il y avait autre chose. C'est comme si aujourd'hui, en 2014, on trouvait une deuxième Terre au niveau de la Lune, juste à côté de chez nous, on ne l'avait pas vue. Alors, génial, on peut repartir pour 50 ans de boulimie, d'hyperconsommation, et on recommence. C'est ça le nouveau monde, c'est énorme. Et les conséquences, vous les connaissez, c'est un afflux de richesse colossal, parce qu'on découvre des minerais, on pille l'or des Incas, des Mayas, on leur prend tout, et on s'enrichit, et c'est colossal ce qu'on a fait derrière. Ça, c'est la Renaissance. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vit? Une nouvelle appréhension du monde, de la Terre. Ce monde qui était immense. Depuis le XVe siècle, le monde est immense dans nos têtes. Il est infini. Aujourd'hui, il est tout petit. On commence à se rendre compte qu'il est tout petit parce que nous sommes 7 milliards d'individus à vouloir se partager ce petit caillou qui flotte dans l'espace. Cette petite île de Nauru perdue au sein du Pacifique, c'est exactement ça. Il va falloir la partager et vraiment la ménager. Comme dit Edgar Morin, il faut arrêter de l'aménager, il faut la ménager aussi. Il va falloir l'aménager parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. La Renaissance, c'est également une période d'intense créativité. On invente tout sous la Renaissance, on réinvente tout. On sort du monde médiéval, où on ne sait même pas peindre deux hommes l'un dans l'autre, la perspective n'existe pas, on fait des bonhommes tout petits avec un grand château à côté, on ne sait pas peindre. On invente la perspective en peinture, c'est tout bête, mais ça a changé la face du monde. On invente l'imprimerie, nouveaux médias de communication, on réinvente les choses. Léonard de Vinci a apporté beaucoup de choses à l'Europe et à l'humanité. Aujourd'hui, que vit-on? Nous vivons une nouvelle fois une période d'intense créativité, l'impression en 3D par exemple, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, les réseaux sociaux, l'Internet, c'est en train de tout changer.
On est dans le même contexte, on réinvente tout et ça va aller très 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 vite. La Renaissance a aussi été une période extrêmement violente. Je ne commande pas l'actualité, on a une overdose de notre ami, d'un certain comique. Eh bien, oui, nous entrons dans une période violente, nauséabonde. Ça ne remet pas en cause le fait que nous vivons une Renaissance. La Renaissance a été marquée par des choses abjectes, les guerres de religion entre protestants, catholiques, les croisades auparavant, on se tapait dessus, on a exterminé les Amérindiens, c'est un des plus grands génocides de l'histoire, on a développé l'esclavagisme à outrance. C'est ça la Renaissance. C'est pas joli quand on prend du recul. Et en même temps, c'est la créativité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que le monde s'assombrit et qu'on renoue avec des vieux démons et que ça fait un peu peur à tout le monde, que tout est foutu. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le changement et qui cherchent des boucs émissaires. Mais ils n'empêcheront pas le changement. Le changement a déjà commencé. Donc on est quand même dans cette renaissance. Et les violences, même si elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus inacceptables, soit des enfants dans des écoles ou des violences quotidiennes de plus en plus courantes, ça ne remet pas en cause cette période de mutation. Parce que la Renaissance, c'est aussi une période durant laquelle on a inventé un nouveau média pour diffuser la connaissance à travers le monde. Ce nouveau média, ça a été l'impression mécanisée. Jusqu'à la Renaissance, c'est des moines copistes qui recopiaient des livres, des enlumineurs. À la Renaissance, on invente une machine avec des plombs, Gutenberg, et on peut imprimer des livres en quantité. Et on diffuse ce qu'un individu pense, vous le diffusez à travers des livres. C'est énorme. Aujourd'hui, la connaissance mondiale est diffusée à travers un smartphone. Vous faites une intervention comme ce soir qui plaît, vous pouvez toucher 100 000 personnes dans le monde rien que par les réseaux sociaux. Ce qui est impossible à titre individuel. Vous lancez une pétition, il y a 500 000 personnes qui peuvent la signer en une semaine. C'est impossible physiquement. On diffuse la connaissance et nous avons la connaissance du monde dans le creux de la main aujourd'hui. À nous d'apprendre à nous en servir, ça c'est une autre question. Mais elle est là. Et ça va tout changer, ça a déjà commencé à tout changer. Autre parallèle avec la Renaissance qui n'est pas moins important, c'est le fait que la Renaissance est une période durant laquelle des certitudes ont disparu, ont volé en éclats. Beaucoup de certitudes ont complètement été éradiquées. Quelle certitude? Une que vous connaissez, la Terre est plate. Il faut bien quand même réaliser que jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, la Terre était plate. Et tout l'univers tournait autour de nous. Et ça, c'était pas négociable. Ça vous fait rire. Il y a des choses qui me font mourir aujourd'hui. On va en parler après. Mais pourquoi c'était pas négociable? Mais parce que ça faisait 2000 ans que c'était comme ça. Ça faisait 2000 ans qu'un certain Aristote avait dit que nous étions là, le mythe de la caverne, Platon, Aristote, et que nous étions entourés de choses qui bougeaient. Mais nous étions le centre de l'univers. L'homme était le seul dénominateur commun pour comprendre le monde. Le reste tournait autour de l'homme. Et jusqu'à la Renaissance, ça a valeur de certitude. Et ce qui est très drôle, pour aller dans le sens de ceux qui rigolent, c'est que moi je me demande encore, là ça me fait beaucoup rire, comment les hommes les plus intelligents de l'époque ont pu croire ça? C'est ça la vraie question. Comment des rois, des philosophes, des penseurs ont pu croire que la Terre était plate et que les astres tournaient autour de nous? Comment ils ont pu croire que si on allait trop loin en bateau, on allait tomber? Non, mais c'est vraiment si vous riez, mais quand il s'agit de faire le parallèle avec la période d'aujourd'hui, là on rit moins, parce qu'on s'attaque à des dogmes, on s'attaque à des vérités non négociables. Et pourtant, sous la Renaissance, quiconque remettait en cause la vérité avec un grand L et un grand V avait affaire à l'Inquisition. Et est-ce que ça a changé aujourd'hui? Pas vraiment. Parce que quiconque s'attaque au dogme de la croissance, l'inévitable croissance, et au fait qu'il faut détruire pour croître, il a affaire à l'Inquisition. C'est une autre inquisition, mais elle est pas mal aussi, cette inquisition. On vous traîne dans la boue, on vous traite d'écolos, on vous traite d'extrémistes, on vous traite dogmatiques. Ce qui me sauve, c'est que je viens de la finance, donc on ne me traite pas d'écolos. Mais si je n'avais pas à se passer, croyez-moi, je me ferais traîner dans la boue comme tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est encore dans ce dogme, et on a encore des inquisiteurs puissants. J'ai pris cet exemple de David Cameron, quand même, aux États-Unis, qui, lui, il est temps d'en finir avec ces conneries, ces foutaises vertes. Arrêtons. Allons-y, le gaz de schiste, il n'y a que ça de vrai. Et ils vont y aller. Je ne boirai plus l'eau du robinet au Royaume-Uni. S'il y a des Anglais dans la salle, achetez-le en bouteille. Alors, vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est encore dans des guerres de dogmes. Il est très difficile de remettre en cause des vérités acquises. Parce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, comme nous sommes dans une nouvelle renaissance, nous allons avoir un effondrement de nos vérités dans les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années. Ça a déjà commencé, mais ça va s'effondrer, ça va tomber en lambeaux.
il ne s'agit pas de penser que le monde va disparaître et qu'un autre va apparaître brutalement. Quand il y a un changement de paradigme, les deux paradigmes cohabitent avec un monde naissant, un monde mourant, et le monde naissant prend la place progressivement sur 30, 40, 50 ans. Je pense que d'ici 2030-2040, ça sera réglé, on aura changé de monde, parce que les choses vont aller très très vite, parce que cette fois-ci, nous sommes tous connectés. Et c'est ça la grande révolution. C'est que, un, on n'a pas le temps, du fait de la crise écologique, d'attendre 5 siècles, et deux, nous sommes connectés, donc ça va aller très très vite. Et quelles sont les vérités acquises qui pourront voler en éclats dans les prochaines années? Il y en a une qu'on connaît tous, c'est la croissance avec un grand C. On nous parle de croissance tous les matins, tous les midis, tous les soirs, il faut croître, il faut croître, il faut croître. Croître pourquoi? Il y avait une belle une des Échos, le journal Les Échos, que vous connaissez pour les Français, qui est un journal libéral, je dis ça pour les étrangers, qui titrait la semaine dernière, non, il y a 15 jours, reprise, enfin, croissance sans emploi. Magnifique. Croissance, mais pas d'emploi. On se demande à quoi peut servir la croissance. Si ce n'est pas pour apporter du bien-être aux individus, c'est une vraie question. Et il y a une autre vérité qui risque de voler en éclats, c'est celle du nécessaire sacrifice du vivant, vous l'aurez compris, pour assurer cette croissance économique. Ça fait 2 siècles que nous pillons, nous saccageons, nous détruisons, parce qu'il faut bien assurer la croissance. Et on n'a pas le choix. Et je jette la pierre à personne, hein. Moi je suis dedans aussi. On est tous complices d'un système destructeur. Mais au quotidien, avons-nous le choix? Non, on ne peut pas claquer des doigts, tout arrêter. On est tous pris dans un rythme, dans une vie, dans une entreprise qui a des contraintes. Donc on est obligé d'accepter ces contraintes. Mais aujourd'hui, il faut commencer à les intégrer pour se dire comment je vais les changer, tout doucement, à mon rythme. Mais l'objectif, je le connais. L'objectif, il est de cesser avec ça et de bâtir un autre monde. C'est ça la question actuelle. Et la problématique, c'est que tout ça va demander du temps, mais que ce n'est pas en attendant que les autres le fassent que ça va arriver, il faut que chacun en prenne conscience. Parce que comme le disait le philosophe allemand Hans Jonas, il a une très belle phrase, il dit « La voie prise depuis 2 siècles nous mène dans l'impasse tragique. » Et il ajoute « La nature finira par apporter son ultime veto. » Il y a des limites physiques à l'expansion d'Homo sapiens, et il faut les accepter dès maintenant. Parce que sinon, ça va faire très très mal. Certains ne vont pas comprendre le changement de paradigme, ils ne vont rien comprendre à ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui disparaîtront, il y a des individus qui seront malheureux, parce que les choses vont changer. Mais c'est irrémédiable. Il y a des limites physiques. On ne peut pas puiser un puissant fond, il y a un fond. Mais à un moment, il n'y aura plus de ressources, ou alors elles sont tellement souillées qu'on ne pourra plus boire l'eau du robinet. Donc nous sommes arrivés à cette période dans l'histoire de l'humanité qui est passionnante, parce que nous sommes contraints à tout repenser, tout recommencer. Et ce qui est intéressant, et c'est ce dont je vais parler maintenant, c'est que ça a déjà commencé. Le changement de paradigme est déjà en cours, à condition de mettre des lunettes ouvertes sur le monde et d'arrêter de penser que la vérité, c'est celle qu'on croit, qu'on nous a appris, qu'on nous a servi et qu'on nous sert toujours dans les médias aujourd'hui. Je ne jette pas la pierre aux médias, il y a des médias très bien, mais globalement, nous sommes dans une vérité. Et dès lors qu'on accepte de remettre en cause sa vérité, ses vérités, on s'ouvre à la créativité. Et là, on va trouver des choses extraordinaires. L'objectif ultime, vous l'aurez compris, c'est de se réconcilier avec le vivant et de bâtir un modèle où 7 milliards d'habitants peuvent consommer, manger, se déplacer, vivre, travailler ensemble. Donc ça ne va pas être facile. Vous l'avez compris, ça va être dur. Mais à court terme, moyen terme, il faut quand même continuer à avancer dans ce monde, dans ce paradigme ancien. Il faut l'accompagner pour le tordre et qu'il change et accepter que l'autre prenne la place. Donc à court terme, nous sommes obligés de repenser notre rapport à l'économie, notre rapport à l'entreprise. Et ce qu'on voit émerger, et c'est les conséquences de la première partie, je vous ai exposé dans la première partie que nous sommes en phase d'appauvrissement de l'Occident. Les nouveaux pays riches, ce ne sont pas les Occidentaux, c'est les pays dits émergés. C'est eux les pays riches. Ils ont du cash, ils n'ont pas de dette, ils ont de la main-d'œuvre dynamique, c'est eux qui ont la richesse. Nous, nous sommes riches de dettes, les Occidentaux. Les Américains vivent à crédit comme ce n'est pas possible, merci les Chinois. Les Européens vivent à crédit aussi comme ce n'est pas possible grâce à l'argent qu'on trouve sur les marchés financiers, chinois, écossais, etc., japonais. Il faut se rendre compte de ça. Nous vivons à crédit. Donc les nouveaux pays riches, ce n'est pas nous. Nous sommes en phase d'appauvrissement. Les États sont pauvres, endettés, le consommateur va subir ça. Il a déjà commencé par les hausses d'impôts, par les crises bancaires que ça entraîne, et après, les déficits qu'il faut combler. Nous sommes en phase d'appauvrissement. Et les conséquences de l'appauvrissement, c'est ce que j'ai baptisé le paradoxe occidental, c'est que plus je m'appauvris, et ça c'est tout un paradoxe, plus je rentre dans un questionnement qui jusqu'ici m'était étranger. Tant que l'argent coulait à flot pour le consommateur occidental,
ils faisaient chauffer la carte bleue, nous consommions, nous achetions, nous jetions, sans se poser de questions. C'était les années 60 avec un avenir radieux, le développement des classes moyennes et la progression sociale. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une situation où il y a de moins en moins d'argent, c'est de plus en plus difficile au quotidien pour beaucoup de monde, et les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui savent très bien qu'ils n'auront pas le niveau de vie de leurs parents. Ça sera extrêmement difficile d'avoir au moins ce qu'ont eu leurs parents. Déjà, s'ils arrivent à le faire, c'est pas mal. Et le paradoxe, c'est que ça va les amener, et ça va nous amener tous, à réfléchir à ce que l'on achète, à ce que l'on mange, au travail que l'on a, et aux projets d'entreprise auxquels on adhère. Nous entrons dans l'économie du sens, l'économie du why, du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'achète ça? Pourquoi je travaillerai avec lui? Pourquoi on travaille ensemble? C'est des questions qu'on ne se posait pas beaucoup avant. On se les posait un peu, mais pas toujours. Les gens achetaient un produit en supermarché, ils prenaient le produit qu'ils avaient envie de manger, ils regardaient le prix. Point. Le prix était discriminant. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui sont convaincus que seul le prix est discriminant. Ben, ces gens-là, je leur donne rendez-vous dans 30 ans. S'ils n'ont pas changé de business model, ils vont avoir du mal. Et nous rentrons dans l'économie du pour qui, pourquoi, l'économie du sens, et on voit que ça a déjà commencé à travers le monde. Ce n'est pas une problématique occidentale. Il y a toute une jeunesse qui, à travers le monde, descend dans la rue pour des revendications très différentes les unes des autres, mais en toile de fond, la question est toujours la même, c'est pourquoi moi je n'aurais pas ça? Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que vous nous proposez comme modèle politique? Et il y a un grand mécontentement qui est en train de se mettre en place. C'est comme une cocotte minute. Il y a le couvert qui bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Pour l'instant, c'est des soubresauts, mais ça peut péter. Ça peut exploser un jour ou l'autre. Et ce questionnement, il va déboucher sur une nouvelle pyramide des priorités. Alors là, je vais rentrer dans la microéconomie. On va rentrer dans le concret. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez un produit de grande consommation qui ne répond pas à la question du pourquoi, vous allez sortir du haut de la pyramide et être relégué dans le bas de la pyramide. C'est-à-dire que la voiture, par exemple, on sait tous qu'en Europe, la voiture va très très mal. Aux États-Unis, c'est moyen. Ça marche très bien en Chine. Bon, là, ils vendent des milliers de voitures, des millions de voitures tous les mois. Mais pourquoi la voiture a pu la cote en Occident? Parce que pourquoi acheter une voiture? Pourquoi acheter un objet qui vaut 15 à 20 000 euros, 6-7 000 d'occasion, si je me débrouille bien, 2-3 000, je trouve un truc, mais ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi acheter ça? Alors que quand je vis en centre-ville ou en proximité d'une grande ville, il y a du vélo, il y a du tramway, il y a du covoiturage, ça coûte cher, ça pollue, et c'est plus un objet de valorisation sociale comme ça l'était pour papa et maman. Là, je parle aux plus jeunes. Donc la voiture, je tire un trait dessus. Je l'achèterai le jour où je travaillerai, on m'imposera d'avoir une voiture. Et encore, peut-être que l'entreprise m'en donnera une. Donc je n'achète plus de voiture, et l'argent économisé sur le budget voiture, je pourrais acheter de la musique, sortir, voire m'acheter des vêtements, je vais réallouer mes actifs, comme en gestion. Et tous ceux qui sont à la tête d'une entreprise aujourd'hui et qui vendent des produits exposés au grand public, de se poser la question de savoir si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, leur produit ou leur service sera encore dans le haut de la pyramide ou si ce sera quelque chose d'accessoire qui tombera en bas de la pyramide. Il émerge de l'économie du sens deux tendances lourdes qui sont complémentaires. C'est que le même consommateur va se dire « j'achète un produit parce qu'il m'engage, parce qu'il a du sens, parce que ça me parle », ou alors je l'achète pour la fonction, point. Donc soit j'achète un véhicule haut de gamme ou original parce qu'il y a quelque chose de plus qui m'excite et qui me parle, et là je vais mettre le prix. Ça peut être une Smart, ça peut être une Porsche, c'est pas tant le prix, c'est l'objet qui me parle. Une vieille voiture de collection, il y a quelque chose. Soit j'achète un véhicule, c'est pas la même chose. Un véhicule, c'est 4 roues et un moteur qui vous déplace. Et là j'achète une Dacia, une Logan, une petite Peugeot, une petite Renault, parce que ça me déplace. Point. Mais je ne suis pas prêt à acheter le sans saveur, sans odeur, c'est-à-dire la voiture à 15-20 000 euros, qui n'est pas très très jolie, qui n'est pas très moche, mais qui est très chère par rapport à une Dacia. Parce qu'elle ne fait que m'emmener au travail. C'est tout. Vous voyez ce qui est en train de se mettre en place? Soit vous allez offrir du sens à vos clients, à vos partenaires, à vos collaborateurs, soit il faut leur fournir la fonction. Mais au milieu, le marché est condamné à disparaître dans les 25 prochaines années. Et on se rend compte que le sens se développe énormément. C'est ce qu'on appelle le sustainable, la consommation responsable. On pourrait dire que c'est un truc de bobo, d'acheter bio, éthique, local, les circuits courts, la consommation paysanne. Tout le monde peut penser que c'est un truc de bobo. Eh bien, pas du tout. Ça a peut-être été au début. Mais aujourd'hui, on voit cette consommation porteuse de sens qui se développe, qui croît d'année en année. Je travaille avec un réseau français qui s'appelle Biocop. Biocop, c'est 25% de plus que le prix normal. Quand vous poussez la porte du magasin, vous savez que vous prenez 25% de prix en plus. Les choses sont claires. Derrière, il y a une éthique, il y a un sourcing, il y a des choses. Eh bien, Biocop a des taux de croissance qui feraient pâlir Carrefour, Auchan et consorts, puisqu'ils progressent de 10% par an leur chiffre d'affaires. Tous les ans, c'est 10%. Ça n'arrête pas.
Et qui rentre dans les biocoop aujourd'hui, ce n'est pas que les gens aisés, au contraire, c'est les classes moyennes qui rentrent dans ces magasins-là. Les plus démunis n'y vont pas, bien entendu. Les plus riches n'y vont pas non plus, parce qu'ils pensent que c'est un truc d'écolo et de bobo. C'est les classes moyennes qui vont, sérieusement. C'est les classes moyennes. Ça veut bien dire que ces gens qui sont en train de s'appauvrir font un arbitrage, un choix alimentaire en se disant « Ok, j'achète pas de voiture neuve, mais par contre, je vais m'alimenter mieux. Et je vais aller cautionner ce réseau-là. » C'est insidieux, c'est lent, mais c'est en train de se faire. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque la croissance, elle est de 10% tous les ans. Donc c'est vraiment fondamentalement quelque chose de très profond. Et le consommer mieux, le sens, la qualité va revenir sur le marché. Ça veut dire quoi, le consommer mieux? Ça, c'est une étude française. Quand on interroge les Français sur le consommer mieux, vous voyez que le consommer mieux, c'est des produits durables, solides. Le consommer mieux, c'est des produits bons pour la santé. Le consommer mieux, c'est des produits qui respectent l'environnement, parce que personne n'est content de saccager ce qui est autour de lui. Et le consommer mieux, c'est la qualité, le local, l'utilité. Ça a du sens. Et c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Alors vous allez me dire, oui, on est loin du compte, mais il y a 10 ans, c'était insignifiant. En 2015-2013, on va dire aujourd'hui, c'est un marché, c'est une part de marché. Dans 20 ans, ça sera peut-être un tiers, ou là, un quart, un tiers, 40% du marché, je ne sais pas. Mais ça sera plus insignifiant. Ce ne sera peut-être pas la norme, mais ça sera très, très important. Et ça, il faut s'y préparer parce que c'est en train de bouger. L'autre signal faible qui découle toujours de l'appauvrissement occidental et de la pénurie de ressources naturelles, c'est le fait que s'il y a moins de ressources, qu'on peut moins jeter, qu'on peut moins gâcher, eh bien, on va faire mieux avec moins, on va acheter moins de biens et on va rechercher le plus, et le plus, ça coûte pas cher, c'est le lien social, c'est le lien humain. Moins de biens, plus de liens, c'est une des conséquences de l'appauvrissement occidental, une fois encore. Nous passons d'une société hyper matérialiste, où on a 3 écrans plats, 5 téléphones portables, 2 consoles, 3 voitures, et j'en passe sur les vélos, etc. Et c'était ça, l'idée du bonheur qu'on avait jusqu'aux années 2000, à une idée du bonheur qui n'est pas encore la frugalité, mais presque. On y vient doucement. De plus en plus de gens se disent la télévision, on la garde. Elle fonctionne, elle marche, pourquoi changer? La voiture, elle est un peu vieille, je vais la réparer, je vais la garder. On rentre dans le post-matérialisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus consommer du tout, mais on rentre dans le post-matérialiste, c'est la nouvelle ère matérialiste. On devient moins matérialiste parce qu'on n'a plus les moyens de l'être autant qu'on l'était. Et là, ça veut dire, une fois encore, on remet en cause tout le modèle économique, basé sur une croissance infinie et un renouvellement des produits permanent. C'est terminé. Parce que les ressources vont manquer, ces ressources manquant, elles vont devenir de plus en plus chères, et parce que l'individu qui consommait ces ressources et ces produits s'appauvrit, c'est terminé. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on rentre dans ce post-matérialisme, qu'on commence à mettre un pied dans la frugalité, eh bien on découvre énormément de plaisir. Je ne parle pas que de mon cas personnel, je parle à plein de gens que je rencontre. On se rend compte que finalement, le bonheur, ce n'est pas le jour où vous avez acheté votre iPad. Réfléchissez à quel a été le jour le plus heureux de votre année 2013. Le meilleur jour de l'année. Dans 95% des cas, c'est un moment passé avec d'autres personnes, avec votre famille, avec vos amis. Mais il y a un moment qui vous a marqué dans l'année. Et souvent, c'est un moment de convivialité. Ce n'est pas un moment d'achat d'un produit matériel. Et les gens commencent à rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe de survie. Si je vous dis demain, on coupe les vivres, c'est terminé, il n'y a plus d'argent, vous arrêtez de consommer, tout le monde va tirer une tête comme ça en disant c'est pas drôle. Et puis au bout de quelques semaines, vous commencez à vous habituer à ce nouveau paradigme et à vous dire bon, je ne vais pas faire la tête tous les matins parce que je ne peux pas me payer l'iPhone 8 qui est bien mieux que le 7 qui est sorti 3 mois avant et le 6 était moins bien, etc. Donc vous allez commencer à réfléchir à c'est quoi le bonheur? Et à quoi ça rime tout ça? Et là, on redécouvre l'essence même de ce pourquoi on est là et ce pourquoi on fait quelque chose. Et c'est toute cette métamorphose philosophique qui est en train de se mettre en place tout doucement dans la société du fait de cette contrainte. Alors c'est l'Occident qui le fait aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas de l'Asie, ce n'est pas forcément le cas de l'Amérique latine, mais ça viendra inévitablement parce qu'il y aura l'effet domino et que ce que nous on a fait en 2 siècles et demi, la Chine le fait en 30 ans, ils ont déjà fait beaucoup de chemin, ils ont réussi à polluer plus que nous en 30 ans. Et bien je vous assure, dans les 30 prochaines années, ils vont réinventer le monde, plus vite que nous au niveau des technologies vertes, c'est inévitable. Et ils vont se poser ces questions-là très 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 rapidement. Et on se rend compte que le lien, le sens, c'est ce qu'on appelle le glocal. Le glocal, c'est effectivement plus de local, plus de proximité, mais tout ça dans un monde ouvert. Je ne fais pas l'apologie d'un monde fermé avec des frontières et des barbelés. C'est un monde ouvert, mais dans lequel j'ai du bon sens, c'est-à-dire que j'arrête de manger des pommes importées d'Australie. Qui mange des pommes importées d'Australie ici? C'est complètement aberrant. Des pommes, il y en a plein les vergers français.
Quel est l'intérêt d'aller acheter des pommes qui viennent d'Australie? Le bilan carbone est épouvantable, le bilan naturel est épouvantable, c'est plein de pesticides, et en plus, ça détruit de l'emploi européen. Mangez au moins des pommes allemandes. Et on voit que grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est ça l'accélérateur, c'est la connexion, grâce au fait qu'on est tous connectés, on peut redévelopper du lien local, on peut redévelopper des économies locales, parce qu'on peut se connecter entre nous. Et contrairement à ce que certains disent, les réseaux ne tuent pas la communication locale, ils accentuent la communication locale. D'une manière générale, je vais être assez méchant, mais ceux qui critiquent les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne les pratiquent pas. À chaque fois que quelqu'un critique les réseaux sociaux dans la salle, je lui dis, vous avez une page Facebook, vous avez un compte Twitter? Non. Bon, alors taisez-vous. Et oui, il faut le pratiquer pour en parler. Et dès lors qu'on pratique, on se rend compte que ce n'est pas merveilleux, mais ce n'est pas non plus l'enfer. Il ne faut pas exagérer. C'est une arme à double tranchant. On ne tue pas son voisin tous les jours avec un couteau de cuisine, et pourtant on a le couteau chez soi. Et les individus sont de plus en plus complexes dans leur comportement. L'une des conséquences de la société du sens, du questionnement, c'est qu'on va s'interroger sur pourquoi je fais ça, pourquoi j'achète ça, pourquoi je suis dans telle banque, pourquoi je suis dans telle entreprise. Et on arrive à des comportements de consommation qui sont un peu problématiques parce que c'est très difficile d'acheter un yaourt. Vous voyez des gens, ils restent 10 minutes devant le rayon à regarder toutes les étiquettes. Et ça dure des heures pour un yaourt. Mais parce qu'ils sont en train de s'interroger, ils sont en train de faire le lien entre moi, consommateur occidental, impact environnemental, impact social, impact sociétal. Ils sont en train de prendre conscience de leur rôle systémique. Nous sommes les maillons d'une grande chaîne, et la pollution chinoise que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est notre pollution. Aussi, on a notre part de responsabilité. Et quand vous avez compris ça, vous commencez à réfléchir à ce que vous achetez, pourquoi vous l'achetez, quel est le prix bien sûr, mais vous faites le rapport prix, environnement, santé. Et ça va s'accentuer, d'autant que le climat est anxiogène et que les gens ont de plus en plus peur de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils avalent, de ce qu'ils respirent. Et ça va s'accentuer aussi parce que l'outil technologique, la diffusion de la connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure, est en train de s'accélérer. Et aujourd'hui, vous avez des applications gratuites sur le net. Je fais une pub pour une société nantaise qui s'appelle Noteo, à Nantes, pas loin d'ici. Une jeune start-up qui a créé ça. Noteo, vous scannez un produit, demain sera du sans contact, vous passerez devant le produit dans le rayon, et il vous dira, ce produit-là, niveau santé 4,5 sur 5, sur 10, niveau environnement pas terrible, niveau social, ils sont très mal payés, il n'y a pas de syndicat, niveau budget, c'est horriblement cher. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que, c'est en train de diffuser une culture de la complexité chez le consommateur. Le consommateur découvre le fait qu'il n'y a pas qu'un produit et un prix. Il y a des gens derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un impact environnemental, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va remplacer tous les labels. C'est qu'à terme, le label bio, le label rouge, le label Déméter, le label peut-être ISO un jour dans l'industrie, mais on en est loin. Mais tous ces labels de consommation volés en éclats, parce que qui détient la vérité? Est-ce que c'est un institut qui distribue des labels dont on ne sait pas comment? Ou est-ce que c'est tous mes consommateurs autour de moi qui m'ont dit ça c'est bien, achète-le? On a vérifié. Ça remet en cause ce qu'on appelle les autorités. Toutes les autorités pyramidales vont être remises en cause, parce que l'outil technologique nous le permet. Autre aspect du monde en devenir, ce monde en devenir dans lequel nous sommes déjà, c'est un monde où la compétition sera toujours présente, parce qu'elle est nécessaire à l'émulation, mais on va aussi redonner une plus grande part à la collaboration. Nous avons tous été élevés dans une vérité acquise qui va voler en éclats, c'est celle selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme, et qu'il faut jouer des coudes pour s'en sortir. Ça, c'est un dogme qu'on nous apprend à l'école depuis 5 siècles. On nous dit c'est comme ça. La nature est dangereuse, les animaux s'entretuent, et toi tu dois faire pareil, parce que l'homme est un animal. Un peu plus civilisé, mais c'est un animal. Donc bats-toi, bats-toi, bats-toi et sois le meilleur. Ça, c'est le culte de la compétition. Et on a oublié en même temps l'aspect collaboratif, qui est tout aussi important, parce que qui est le plus collaboratif? L'homme ou l'animal? Eh bien la nature est beaucoup plus collaborative qu'Homo sapiens. Si vous regardez les symbioses végétales, animales, il y a beaucoup plus de collaboration dans la nature qu'il n'y a chez l'être humain. Un exemple chez les singes, chez les chimpanzés, chez les bonobos, chez les gorilles, c'est l'intérêt collectif qui prime avant l'intérêt individuel. Si un des membres de la communauté met en péril le groupe, il est exclu du groupe. Par contre, quand la pérennité du groupe est maintenue, rien n'empêche que les jeunes mâles s'entretuent. Ce n'est pas un problème, c'est une compétition qui ne met pas en péril le groupe. Mais si une compétition met en péril le groupe, l'animal est exclu. Et ça, on n'est même pas capable de le faire. Et nous entrons donc, par la force des choses, toujours pour des raisons économiques et technologiques, dans l'économie du partage, ce qu'on appelle la share economy. L'économie du partage, c'est quoi? Eh bien, l'économie du partage, c'est la solution à tous nos problèmes, en partie. Pourquoi? Parce que si j'ai moins d'argent, s'il y a moins de ressources,
Si j'ai l'outil technologique pour rentrer en contact avec d'autres individus, je peux créer des réseaux, des communautés et je peux partager. Jusqu'à il y a 10 ans, c'était difficile de partager sa voiture, de faire de l'autopartage. C'était difficile de partager un outil de bricolage, un outil de jardinage. Aujourd'hui, c'est facile. Sur Internet, il y a énormément de sites qui vous permettent de le faire. Et on voit ces vides-greniers, tous ces lieux où les gens peuvent recycler les ressourceries, ça se multiplie. Parce que, ayant moins d'argent, j'entame une réflexion, et cette réflexion m'amène à se dire, c'est vrai que finalement, cet outil, moi, il ne me convient plus, mais il peut convenir à quelqu'un d'autre, je ne vais pas le jeter. Il y a quand même de la matière première dedans. Et il y a eu de l'énergie. Ça vaut quelque chose. On entre dans ce raisonnement. Et l'économie du partage, c'est aussi la porte ouverte à une autre façon de penser la créativité dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Le partage de la connaissance a permis de faire aboutir une révolution technologique majeure qu'on appelle la 3D, la réalisation plus que l'impression, parce qu'on n'imprime pas, la fabrication d'objets sur place avec des matériaux et je peux faire ce que je veux. Je vous ai mis l'exemple de l'aéronautique, il y a plein d'exemples. Boeing réfléchit à faire des drones d'une seule pièce, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on en parlait avec Frédéric la dernière fois, peut-être qu'ils feront un avion d'une seule pièce. Des grands moules, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est peut-être plus longtemps que ça d'ailleurs, hein, c'est plus que 30 ans je crois que c'est. Mais ça viendra inévitablement parce que ça va changer la face du monde. Le fait de faire soi-même des objets, ça veut dire que le fret maritime va se réduire, parce qu'à quoi bon faire fabriquer des pièces plastiques sans valeur ajoutée en Chine si on peut les fabriquer sur place pour un coût équivalent. On n'en est pas encore là, mais on y viendra. Il y aura moins de bateaux, il y aura moins d'ateliers en Chine, on va redévelopper des lieux de production locaux où des entreprises comme vous partageront avec d'autres entreprises de la région des grosses imprimantes 3D avec lesquelles vous fabriquerez des prototypes ou des pièces ou du matériel ou des machines. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça va recréer de l'emploi local. Enfin, je vais assez vite, mais la révolution 3D, c'est ça qui est en train de se passer. C'est énorme, ça va tout changer. Et dans la grande consommation, on voit même des gens comme Auchan qui envisagent de commercialiser les premières imprimantes 3D grand public dans les prochaines semaines. Alors ça vaut 600-800 $ aujourd'hui, mais c'est comme la première imprimante HP ou Canon, hein, ça valait très cher, c'est photocopieuse. Aujourd'hui, tout le monde en a chez soi. Le smartphone, je vous rappelle que les premiers téléphones, c'est une antenne avec un... C'était énorme. Aujourd'hui, on a tout ça dans le creux de la main. Le premier ordinateur qu'IBM a créé, c'était la moitié de la pièce. Aujourd'hui, on a une puce, c'est la loi de Moore, qui est tellement petite qu'on ne s'imagine pas tout ce qu'elle peut faire. C'est la même chose. Nous sommes au début d'une révolution technologique et qui aura des conséquences sociales et environnementales. C'est le but ultime de l'imprimante 3D, il ne faut pas l'oublier, c'est que nos déchets ménagers servent à alimenter nos imprimantes. Et alors là, on aura gagné. On n'y est pas encore. Mais quand nos déchets feront de la poudre qui permettra de fabriquer des objets chez nous, on sera dans un cercle vertueux, une économie circulaire extrêmement intéressante car non polluante et non consommatrice de ressources. Et cette économie en 3D, ce partage de la connaissance, cette latéralité qui se met en place, eh bien, elle pose une vraie question qui nous concerne tous, qui est la question du droit à la propriété. Dès lors qu'on partage les connaissances et qu'on bâtit ensemble, à qui appartient l'invention? Qui est le propriétaire de cette idée? Jusqu'ici, c'est un homme, deux hommes, une entreprise qui s'accaparait un brevet, une idée. Et on est en train de casser tous les codes, puisqu'aujourd'hui on passe du copyright, le droit individuel à une création, au Creative Commons, on appelle ça, les licences communes, des individus qui se mettent ensemble pour inventer et qui partagent ensemble les royalties de l'invention. Ça change tout, parce que vous allez voir qu'on a des innovations majeures qui sont en train d'apparaître avec un partage de la connaissance et un partage des bénéfices. Avant d'y venir, juste une parenthèse sur le fait que la collaboration, ça peut vous paraître un peu utopique. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le choix. Au-delà du fait que c'est naturel, plus qu'on ne le pense, c'est aussi une question de survie. En Grèce, par exemple, face à la pénurie alimentaire et à la pénurie d'emploi, des communautés se sont organisées dans des quartiers d'Athènes et ils ont créé ce qu'on appelle la révolution des patates, des pommes de terre. Ils ont décidé de court-circuiter la distribution et d'aller acheter eux-mêmes leurs pommes de terre à la campagne. Comment? En créant des communautés d'acheteurs. Il n'y a rien de nouveau, tout le monde est capable de le faire aujourd'hui. La ruche qui dit oui, etc. Vous pouvez créer votre communauté d'acheteurs. Et ça en dit long sur ce qui peut se passer dans les prochaines années. Tous les intermédiaires qui n'ont aucune utilité, si ce n'est vous prendre une somme qui n'est pas justifiée, ils disparaîtront de l'économie. Il va falloir justifier son rôle d'intermédiaire, sinon vous disparaîtrez. C'est le cas dans le tourisme, les agences de voyage, que vont-elles devenir? Il faudra cultiver une vraie différence, une vraie plus-value. Si c'est juste pour vendre un billet d'avion, tout le monde peut le faire sur Internet. Donc ça n'a plus aucun intérêt.
Le partage des connaissances, c'est aussi des entreprises qui se regroupent pour partager de manière collaborative les bonnes pratiques. À Montpellier, par exemple, il y a SOE qui s'est créé. Soeco. C'est 17 entreprises, PME, TPE, grandes entreprises, qui travaillent ensemble, qui se rencontrent régulièrement pour partager, par exemple, comment tu as développé l'ISO 26000. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les problèmes? Voilà ce qui m'énerve. Ils en parlent. Tu devrais faire ça, tu devrais le prendre comme ça. Ils sortent de leur isolement. Ici, à Vannes, vous savez très bien, vous avez Venetis. Vous connaissez bien chez Socomore, partage des compétences humaines. C'est extrêmement intelligent, extrêmement efficient. Et puis, dans votre secteur, je ne vous apprends rien, vous partagez, plateforme collaborative avec Aerochemicals, c'est des modèles intéressants parce qu'on est dans le partage et dans la collaboration, tout en étant en compétition. On est dans le « et ». Il ne s'agit pas d'opposer la collaboration à la compétition, on peut collaborer un jour et être en compétition le lendemain. Ce n'est pas un problème. C'est juste un changement de paradigme mental, être capable de penser les deux en même temps. Et cette collaboration, elle va se développer parce que, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, les réseaux sociaux, avant d'être un outil, c'est un esprit. Il n'y a pas plus collaboratif que l'esprit des réseaux sociaux. Quand vous baladez sur les réseaux, les gens sont prêts à partager plein de choses. Des idées, parce que donner une idée, ça n'appauvrit pas. Ça n'a jamais appauvri personne de donner ses idées. Ça enrichit tout le monde et ça vous enrichit vous parce que vous recevez en retour d'autres idées. Et puis partager ses biens, ses services, sa façon de penser, c'est pareil, ça n'appauvrit pas. Et le partage se développe, et ce qui est en train de se développer grâce ou à cause des réseaux sociaux selon le bord auquel on se situe, parce que certains voient ça comme un danger, ce qui se développe actuellement, c'est ce qu'on appelle le pouvoir latéral. Le pouvoir latéral, c'est le fait que les individus qui jusqu'ici étaient isolés, en silo, sont en train de prendre conscience que nous sommes tous potentiellement connectés, ce qu'on appelle la noosphère. La noosphère, c'était l'art de Chardin, c'est l'Internet qu'il avait vu. Nous sommes une boule interconnectée. Eh bien, cette noosphère nous permet de réagir sans l'accord de la pyramide. Le haut de la pyramide, les élites, vont être court-circuitées dans les prochaines années. Et ça va toucher tous les secteurs de l'économie et tous les secteurs de la société. Je passe très vite quelques exemples. Dans le tourisme, Airbnb permet de voyager de particulier à particulier, sans passer par une agence de voyage. Plus de 10 millions d'utilisateurs cette année. Zilloc, c'est pas Kiloutou, c'est pas des gens comme ça. Zilloc, c'est des particuliers qui se louent un appareil photo, une perceuse, une tondeuse, pour 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, avec contrat de location à l'appui, assurance derrière. Vous trouvez la personne qui a ce dont vous avez besoin. C'est vertueux, ça crée du lien social, c'est écologique et c'est économique. C'est pour ça que ça fonctionne. Le couch surfing, je prête mon canapé à un étranger qui va venir dormir chez moi gratuitement une nuit. Il va venir avec une pizza, moi je lui apporte une bouteille de vin, il va me parler d'Italie, je vais lui parler de la France. Je n'ai pas l'argent pour voyager, c'est lui qui va me faire voyager, en me racontant comment on vit dans son pays. C'est une tendance qui se développe lourdement et qui remet en cause toute l'industrie du tourisme. Et puis, même la grande distribution est mise à mal, parce qu'à Paris se développe actuellement le premier supermarché collaboratif. La Louve, je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. C'est quoi le supermarché collaboratif? C'est offrir les meilleurs produits locaux de qualité, bio, éthique, locaux si possible, à un prix défiant toute concurrence pour que les gens les plus démunis puissent les manger. La Louve ne s'installe pas dans le 16e arrondissement, il s'installe dans le 19e. Et comment ils font? Ils ont juste repensé le modèle. Qu'est-ce qui coûte cher dans un supermarché? Les intermédiaires, d'une part, on les squeeze. La main-d'œuvre coûte très cher. Donc on crée de l'emploi, mais on en crée moins que dans un supermarché classique parce qu'on a une mission d'offrir de la bonne nourriture aux plus démunis. Donc on demande à chaque client d'adhérer et de donner 3 heures de son temps par mois pour aider à faire tourner le supermarché. C'est tout. Et on voit des individus qui sont en train de réinventer un mode de distribution qui nous échappe totalement aujourd'hui. On est peut-être à la veille d'un grand chamboulement dans la distribution. Dans la finance, des questions se posent. Après la crise de 2008, l'image a été égratignée de la banque de manière générale, et même la banque de quartier locale qui n'y est pour rien se voit prendre en pleine figure des gens qui avouent en disant oui, vos bêtises chez Lehman Brothers et puis vos bêtises à Wall Street, ils n'y peuvent rien les pauvres, ils ne sont pas responsables de ce qu'a fait Goldman Sachs. Il n'empêche, une question court, et si on se passait des banques de particulier à particulier? C'est une vraie question que les financiers doivent se poser. S'il y a des banquiers parmi nous ce soir dans la salle, posez-vous la question. Demain, il y a des pans entiers du marché qui vont vous échapper parce que les gens sont en train de s'organiser entre eux, directement. Comment? J'ai écrit une petite chronique qui va paraître dans Le Monde aujourd'hui ou demain sur ce qu'on appelle les prêts solidaires sans rémunération. De plus en plus d'individus vont sur des sites comme hellomercy.com, c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour vous en parler. hellomercy.com, le premier site au monde
créé par KissKissBankBank, que vous connaissez peut-être, qui permet à des particuliers de se mettre en relation et de se prêter de l'argent sans intérêt, uniquement parce que vous avez envie d'aider quelqu'un qui veut se développer. Typiquement, actuellement, vous avez quelqu'un qui est boulanger bio, il lui faut 10 000 € pour acheter une décortiqueuse de ses graines pour faire sa propre farine, il lui faut 10 000 €, il ne les a pas. Les banques refusent le prêt parce qu'il est dans une situation un peu dangereuse. Là où la banque, avec ses raisons, ne peut pas lui prêter, un particulier est prêt à prêter 50 €, un autre 100, et un autre 40, et ainsi de suite. Parce que vous, les 50 €, vous êtes prêts à les perdre. Et cette personne a réussi à accumuler 10 000 € et va lancer son projet. C'est énorme. C'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a 5 ou 10 ans. Des prêts sans rémunération. Ça remet en cause les circuits de financement traditionnels. Et tout ça va s'accélérer parce qu'on a toute une génération qu'on appelle génération Y, j'aime pas trop qu'on mette les jeunes dans une case parce qu'il y a des jeunes et il y a d'autres jeunes, c'est pas tous les mêmes. Mais néanmoins, ils ont un point commun, ces jeunes, et il y en a ce soir dans la salle, c'est qu'ils sont connectés. Et vous allez voir ce petit clip, ça vaut tous les discours que l'on peut entendre aujourd'hui sur l'évolution de la main-d'œuvre future et de leurs attentes. Je vais le relancer. Parce que celle d'avant, des gens nés, tu fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai appris que l'ICO c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI 89, et j'écoutais mon iPod à la récré, ou mon mini-disque, ou le Discman. Walkman? En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il me faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis, et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Donc excellente vidéo d'Adésia, ça on a tout compris en quelques secondes, c'est ce qu'on appelle le pouvoir latéral. Tous ces jeunes-là, et je leur dis ce soir à ceux qui sont là, n'ont pas encore pris conscience de leur pouvoir latéral. Vous êtes connectés, ça change tout. On a le pouvoir de dire non, on a le pouvoir d'agir en se connectant. Et ça c'est colossal, ça va changer la face du monde. Mais on n'en est qu'au début parce que la prise de conscience n'est pas encore faite, juste par un petit nombre. Et ça veut dire que dans l'entreprise, il va falloir répondre aux attentes de ces jeunes qui arrivent avec des questions. Des why, pourquoi? Et puis pourquoi je resterai 10 ans, 20 ans? Pourquoi je ferai carrière chez vous? Franchement, rentabilité plus 15%, c'est pas très excitant. Non, mais c'est important. C'est la vraie question. Et là, on touche du doigt le sens, la mission de l'entreprise. Pourquoi? Et ça va se développer, c'est une question qui est prégnante et urgente parce que d'ores et déjà, en France et un peu partout en Europe et aux États-Unis, 40% de la population active a moins de 30 ans, quasiment. Et c'est en train d'arriver. Et dans 10 ans, les moins de 30 ans d'aujourd'hui, ils seront aux manettes. Et donc, il va falloir changer pas mal de choses d'ici là pour, les garder, parce que les meilleurs, ils partiront, là on donne une réponse au pourquoi. Si on n'a pas de réponse, ils ne resteront pas. Vous garderez tous les lame ducks, comme on dit, les canards boiteux. Et sachant que cette génération n'est pas facile à intégrer dans l'entreprise, parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre leur vie à la gagner. Ils ne veulent pas faire comme leurs parents.
Ils ont vu leurs parents passer leur vie à gagner leur vie. Ils disent, dans la vie, il n'y a pas que le boulot, papa. Il y a aussi le foot, les copains, les copines, les soirées, le cinéma. Il va falloir que j'arrive à gérer tout ça avec, en plus, il faut que je sois assez bon pour ne pas me faire virer et progresser. Et pour les dirigeants, les managers, c'est pareil. Comment j'intègre quelqu'un qui à 18h va aller jouer au foot alors qu'il y a du boulot jusqu'à 20h? Mais lui, il travaillerait bien entre minuit et 2h du matin. Mais moi, je ne travaille plus à cette heure-là. C'est ça, le conflit d'intérêts à gérer. Et il va falloir que les structures s'adaptent. Réglementairement, on n'est pas prêt du tout. La réglementation ne permet pas cette souplesse dans le monde du travail. Mais il va falloir que ça change, il va falloir que ça s'adapte, parce que c'est de nouveaux modes de vie qui sont en train de se mettre en place et de nouvelles attentes. Et toute cette jeune génération ouverte, connectée, est de plus en plus collaborative dans son esprit. Et j'ai des enfants en bas âge qui ont moins de 13 ans, c'est encore pire. C'est encore pire que ceux de moins de 30 ans aujourd'hui. Ils sont nés avec un ordinateur dans les mains. Ils essayent tout, tous les logiciels, et ils trouvent toutes les solutions. Ce qu'on appelle la sérendipité. Moi, je suis complètement bluffé par la sérendipité. Et ils sont dans une vision collaborative du monde. J'ai une question, je la pose et je trouve la solution. Et puis tu me prêtes ça, tu me dis ça, et tiens, je te montre comment ça marche. Et ils arrivent dans l'entreprise, ils vont arriver dans l'entreprise avec la même attente collaborative. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la nécessaire évolution vers un management ouvert, collaboratif, l'économie open source à tous les niveaux. Il va falloir ouvrir grand les portes de la créativité et du management. Sinon, ça va être le mur. Ça va être le choc des cultures. Et en termes de management collaboratif, il y a une belle phrase d'un paléontologue qui s'appelle Pascal Pic, qui est au Collège de France, qui nous dit que l'innovation, innover finalement, ça ne devra plus être le seul apanage des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui inventent. Et les autres, ils développent, ils vendent et ils contrôlent. Mais si quelqu'un du service marketing dit « Hé les gars, j'ai une idée là », on dit « Ouais, c'est pas ton métier, retourne d'où tu viens, on en parlera plus tard. Hein » C'est ça aujourd'hui la réalité. Mais vous avez toute une génération qui arrive décloisonnée, qui a plein d'idées et qui a envie de les partager. Et c'est sûrement eux qui trouveront l'idée nouvelle, parce qu'ils n'ont aucune barrière dans leur tête. Et ça veut dire qu'il va falloir ouvrir l'entreprise à des individus, alors déjà l'ouvrir entre services, que ça soit fluide, que ça communique, mais aussi l'ouvrir à des individus qui ont un regard décalé et qui sont capables de vous apporter un regard artistique sur un produit industriel. Vous allez me dire quel est le lien? Ils vont voir un truc que vous n'avez pas vu. Pas toujours, mais sur le nombre, avec le temps, c'est comme ça qu'on découvre des choses grandes. Les grandes découvertes sont faites par hasard. Et pourquoi ça va se développer? Parce qu'aujourd'hui, il se développe sur les réseaux sociaux, j'en reviens là, toujours, des outils collaboratifs qui sont en train de cultiver la capacité à inventer ensemble. Je vais vous passer un petit clip assez court, celui de Quirky. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Quirky, c'est une plateforme américaine collaborative. C'est excellent, n'importe qui peut devenir l'inventeur d'un produit qui sera vendu dans le grand public. Je vous laisse regarder, c'est en anglais. Ah, je vais remettre ça. Hop, je reviens. We are Quirky, a company that develops 3 brand new consumer products every single week by reinventing invention. We sit down and we look at the best ideas in the world that were submitted to our website. We pick the top ideas and then we get to work. Doodling, developing, prototyping, coding, building, breaking, shooting, styling, ironing, sewing, cutting, contacting, connecting, conversing. And finally shipping, again, the best products the world has ever seen. Pull it back. Okay, now I want to do it. So we're so excited to be able to launch Quirky in the French language. Even more excited that we've chosen to launch with Ashan. You won't just be customers, but inventors, creators of the world's next great product. Ladies and gentlemen, welcome to Quirky Product Evaluation. Vous l'avez compris, innovation communautaire collaborative. Vous voulez le matin, vous avez une idée de génie, vous la déposez sur Quirky, des gens vont voter pour votre idée. S'il y a suffisamment de gens votants, elle va être présentée en COMEX, en comité. Les gens vont voter à main levée, vous avez vu, le projet va être développé, il va être budgété, et ça sera peut-être vendu. Et c'est énorme. C'est que la collaboration, le partage des connaissances permet de faire émerger des produits nouveaux, et c'est l'affranchissement du copyright personnel, c'est le Creative Commons dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ça veut dire que, par rapport à toutes ces attentes, l'entreprise va devoir de plus en plus réfléchir à sa mission et à ses valeurs. On ne va plus motiver les futurs collaborateurs, voire les collaborateurs actuels, avec un plan de développement purement économique, ça ne suffira plus, inévitablement. Pourquoi?
prise de conscience de l'état du monde, prise de conscience de la contrainte écologique, prise de conscience des inégalités, prise de conscience du pourquoi cette croissance. Et là, il faut proposer autre chose. Et proposer autre chose, certains le font très bien. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Vous connaissez peut-être Léa Nature à La Rochelle. Léa Nature, c'est un peu une entreprise électron, c'est très à part. Charles Kloboukov, le président de Léa Nature, quand il présente son entreprise, il vous dit « J'ai 2 objectifs et une contrainte. La contrainte, c'est être rentable. » Parce que ça, ce n'est pas négociable. Si vous n'êtes pas rentable, il n'y a pas de développement durable. Le durable, c'est la rentabilité avant tout. Mais c'est une contrainte. Par contre, mon objectif, il est celui-là. Il est double. C'est avoir un impact réel, c'est-à-dire neutraliser mes émissions carbone. Je veux préserver la biodiversité, c'est ma mission, parce qu'il est dans la cosmétique bio, l'alimentation bio, donc c'est cohérent. Et l'autre impact, l'autre mission, apporter du bonheur intérieur brut à mes collaborateurs. Parce qu'il a compris, si tout le monde est bien dans son entreprise, l'entreprise va bien et elle est très rentable. C'est du bon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait de la rentabilité le 3e niveau et non pas l'ultime niveau. Il y a une mission. Et après, tout ça dans un cadre à ne pas dépasser, parce que si vous laissez les artistes gérer l'entreprise, ça ne va pas aller non plus. Il y aura une belle mission, mais il n'y aura rien à l'arrivée. Donc, on est dans un changement de paradigme. Autre exemple, botanique. C'est de la jardinerie, de la pépinière d'entreprise. Concurrent de Truffaut, Jardiland, très développé dans l'axe est de la France. Eh bien, botanique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont lancés dans le développement durable en 2008. Ils ont supprimé les produits en plastique, en PVC des rayons jardinerie, première étape. Deuxième étape cruciale, 2012, ils vendaient du Roundup. Le Roundup, vous connaissez, Monsanto, Roundup. Ça décape. Ça décape tellement qu'on se pose beaucoup de questions sur les conséquences humaines et environnementales. Et est-ce que Botanique, avec un discours développement durable, peut vendre du Roundup à ses clients pour arroser les légumes tous les jours? La question, elle est compliquée parce que le Roundup, c'est 2,5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ça paye du monde, 2,5 millions d'euros, c'est pas anodin. Le comité de direction se réunit, ils en discutent, et ils finissent par dire on arrête le Roundup. Donc ils se coupent un bras. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Non. Et ça a été extrêmement rentable de se couper le bras, parce qu'en faisant ça, ils ont eu des relations presse, des articles, une communication, et surtout des clients qui ont été rassurés en se disant enfin des gens qui sont sincères et cohérents. Et les collaborateurs en interne se sont dit aussi ouf, enfin je vais pouvoir être à l'aise dans le rayon intrant, parce qu'il n'y a plus de Roundup, donc ça va mieux. Ah oui. Et là, ils sont gagnants sur tous les tableaux, en motivation, en cohérence, en image, et il y a un retour sur investissement à l'arrivée. Mais c'était une vision radicale qu'il fallait prendre et qui n'était pas facile du tout. Vendre des valeurs, ça va nous amener à autre chose, au fait que ces engagements vers une mission, vers des valeurs, vont être accentués par la finance mondiale. Aujourd'hui, dans la finance, les valeurs sociétales, environnementales sont très peu prises en compte. C'est quasiment nul. 3% des investisseurs les prennent en compte, les autres s'en moquent éperdument. Ce qui compte, c'est les quarters, les quarters, les quarters, les quarters. Et pourtant, les choses commencent à changer. Ça peut être un épiphénomène, mais ça en dit long sur ce qui pourrait arriver dans les 10 prochaines années. Cette semaine, aux États-Unis, il y a un analyste américain qui est très connu et réputé dans le milieu des analystes financiers de Wall Street, parce qu'il a été un des premiers à avoir raison ces 10 dernières années sur 2-3 tendances comme les subprimes. Et cet analyste, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Il a dit « Je dégrade Apple, Amazon ». Bon, Philippe Maurice, ce n'est pas très étonnant, mais Apple, Amazon, pourquoi je les dégrade? Pour des raisons éthiques. C'est la première fois que ça arrive par quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. C'est un analyste classique. Il a dit « Ça suffit ». Et je vous laisse lire ce qu'il explique. Il dit « Le fait qu'Apple paie ses employés 2 $ de l'heure alors qu'il y a 150 milliards de dollars en cash dans la banque, c'est injustifiable. » Ah oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde le pense, personne ne le dit. Comment on peut justifier qu'on exploite des travailleurs chinois quand on a 150 milliards de cash? Ben, lui, il l'a dit, et ça fait du bien. C'est enfin des analystes financiers qui commencent à prendre conscience de choses simples. Comment Jeff Bezos, avec ses 27 milliards de dollars sur son yacht à la tête d'Amazon, peut exploiter comme il le fait ses collaborateurs? On marche sur la tête. Il ne s'agit pas qu'il redonne toute sa fortune, il s'agit juste d'être juste, être dans l'équité, pas l'égalité, dans l'équité, juste ça. Qu'ils prennent conscience que ses collaborateurs ont besoin d'avoir de qualité de travail correcte et de conditions de travail correctes. C'est tout. Et c'est des choses qui ne passent plus, qui commencent à ne plus passer dans la tête de certains analystes. Ça en dit long sur ce qui peut arriver derrière et ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses.
Et donc progressivement, nous allons passer d'une économie basée sur la création de valeur au singulier, cher à Milton Friedman, création de monnaie, à la création de valeur au pluriel, inévitablement. Les entreprises de demain, celles qui auront la cote en bourse dans 10 ans, dans 15 ans, et ça peut aller très vite, ce ne sera pas celles qui forcément font du cash, ce sera celles qui font du cash et qui ont des valeurs sociales et environnementales, parce que les trois sont liés, et là on est dans un cercle vertueux qui crée beaucoup de valeur. Une entreprise comme Apple aujourd'hui est en danger, selon moi. Vous allez me dire non, ils vendent des iPhones partout dans le monde, c'est un rouleau compresseur. Oui, c'est le monde du XXe siècle, ça déroule. Mais rendez-vous dans 15 ou 20 ans, Apple ne sera plus le leader mondial sur l'high-tech comme ils le sont aujourd'hui. Parce que les conditions sociales et environnementales sont catastrophiques, parce qu'ils font tout pour que votre iPhone, vous ne puissiez pas l'ouvrir, vous ne puissiez pas le réparer vous-même. Donc c'est que de l'obsolescence programmée, et parce qu'il y a un challenger qui va arriver bientôt, qui va leur tailler l'herbe sous le pied, et qui va sortir des produits efficaces, beaux, designés, performants, écologiques et respectueux des hommes. C'est évident. Et ce jour-là, vous verrez le titre qui va s'écrouler progressivement. Vous avez même les pionniers, les Apple addicts, qui commencent à quitter la marque en disant « je n'en peux plus ». Et moi le premier, vos produits sont magnifiques, très utiles, et en même temps c'est une catastrophe sociale environnementale. Faites autre chose, nom de Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Faites en sorte que je vous aime encore. C'est un cri d'amour lancé à la direction d'Apple, qui n'entend rien, qui est vraiment dans une logique de création de valeur au singulier. Et ça veut dire que toute entreprise aujourd'hui va devoir repenser sa responsabilité sociale et environnementale. Je parle d'entreprise complexe, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui une entreprise ne doit plus se considérer comme un noyau qui a des obligations, mais comme un écosystème. L'entreprise c'est ça de plus en plus. L'entreprise c'est toutes les parties prenantes, les actionnaires, les collectivités territoriales, les clients, le capital, les salariés, tout ça c'est l'entreprise. Et ça veut dire que dès lors qu'on comprend qu'on a un impact et une interaction avec tout le monde, et qu'on travaille intelligemment avec tout le monde, on réussit à résoudre pas mal de problèmes. Et plus ça va, plus l'entreprise va être considérée comme ça, et elle a tout intérêt à prendre conscience de sa complexité, parce que la clé du succès, c'est celle-là, c'est le triptyque, je suis bon au niveau économique, ça c'est pas négociable, je suis bon au niveau environnemental, il faut que j'y sois, il faut que je trouve des solutions, et je suis bon au niveau social, sociétal aussi. Et si je traite les trois en même temps et concomitamment, ensemble, je déplace des montagnes. Si je les traite séparément, une par une, ça ne marche pas. C'est ce qu'on fait en France. On traite une par une. On est d'abord bon sur l'économique, puis après, s'il y a un peu d'argent, on fait un peu d'environnemental, un peu de social. Je me dis, mais je ne comprends pas, ça ne rapporte pas cet investissement environnemental. Mais non, ça ne rapporte pas parce qu'il était pensé différemment. Alors que si on traite les trois en même temps, et que toute décision d'investissement, on se pose la question, est-ce que c'est rentable? Quel retour sur investissement? Est-ce que mon impact environnemental est bon? Il n'est pas parfait, ça peut être pas parfait du jour au lendemain, mais il est bon. Oui. Est-ce que l'impact social, sociétal est bon? Oui, mes trois signaux sautent au vert, je prends la décision. Si je me limite qu'à l'impact financier, ben ça veut dire que j'ai écarté les deux autres, et qu'un jour ou l'autre, je vais avoir des problèmes de réglementation, de normes sanitaires, des arrêts de travail, de la démotivation, etc. etc., etc. Et ça, c'est une vision complexe de l'entreprise qui est en train de se développer doucement mais sûrement. Et là, on parle vraiment de développement durable, puisqu'on arrive vraiment à cette intersection. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois en même temps. C'est ça la soutenabilité. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la soutenabilité passe par la rentabilité. Les gens qui vous disent oui, il faut faire de l'environnement, déjà ils se trompent, il n'y a pas que l'environnement. C'est l'environnement en étant rentable et en étant sociétalement irréprochable aussi. C'est l'entraînement des trois, inévitablement. L'entreprise va donc devoir être sincère de plus en plus, engagée de plus en plus, et surtout être transparente dans son engagement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être les meilleurs, les plus forts du jour au lendemain, il s'agit juste de dire ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on n'a pas atteint tous les objectifs, parce que ce n'est pas facile, et ça, tout le monde est prêt à l'entendre. Tous les clients sont prêts à entendre qu'on n'est pas parfait. Par contre, ce qu'ils détestent, c'est les donneurs de leçons, qui vous disent « je suis le meilleur, je suis le plus fort », parce qu'on sait que derrière, ce n'est pas possible. Et tous ceux qui donnent des leçons, comme dans la grande distribution, en vous disant « chez nous, c'est moins cher et chez nous, c'est responsable », ils se font tacler par des ONG, par des citoyens qui leur disent « comment vous pouvez dire que vous êtes des gens responsables quand on vend des paires de jeans à 10 €. La paire de jeans à 10 €, elle est automatiquement fabriquée au détriment d'individus qui travaillent dans la misère au Bangladesh, demain en Birmanie et à Madagascar. C'est pas possible. Donc il ferait mieux de dire on n'a pas les produits les moins chers, mais on a les produits les plus respectueux possibles de l'homme et de l'environnement. Ça a un coût, c'est pas 10, c'est 12. Est-ce que vous êtes prêt à payer 2 € de plus pour que des gens vivent décemment à l'autre bout du monde?
Mais c'est un discours qui n'effleure même pas certains dirigeants d'entreprise dans ce secteur-là. Certains, oui, heureusement, mais pas tous. On n'en est qu'au début de la prise de conscience. Et si on ne le fait pas, on se retrouve avec des logos détournés sur Internet, où la génération Y s'amuse, North Face devient The Other Face, et H&M devient la collection irresponsable. Je vais conclure parce que le temps passe. Vous aurez compris qu'il est nécessaire de repenser les valeurs, la mission de l'entreprise et son périmètre. L'entreprise n'est pas qu'un noyau, c'est un périmètre de responsabilité. Il va falloir aussi que de manière globale, entreprises, citoyens, tous, autant que nous sommes là ce soir, nous apprenions à découpler la production, la fabrication, le travail de l'utilisation massive des ressources fossiles non renouvelables. Il va falloir inventer un système économique qui ne ponctionne plus les ressources non renouvelables. On en est au tout début, c'est un champ d'exploration fantastique. Et pourquoi il faut le faire? Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans l'ignorance et on est dans la complicité, donc contre notre gré. Quand on achète une alliance en or, on ne sait pas que derrière, il y a 5 tonnes de déchets miniers. Qui va payer les 5 tonnes de déchets miniers? Ça devrait être compris dans le coût de l'alliance, la dépollution des sols. Ça ne l'est pas. Pourquoi il faut se décorréler des ressources minérales fossiles? Parce que vous voyez la carte du monde, les ressources, finalement, ceux qui en consomment le plus, c'est-à-dire américains et européens, ils n'en ont pas beaucoup sous les pieds. Nous sommes totalement dépendants du reste du monde. Si demain l'Indonésie ferme ses frontières, comme ils ont envisagé de le faire sur certaines ressources, c'est la catastrophe économique. Si demain la Bolivie privatise, renationalise plutôt les réserves de lithium, les voitures électriques et les vélos, c'est terminé. Vos ordinateurs, c'est fini. Mon smartphone, c'est fini. On en est là. Tout se tient, mais sur des fils de soie. Et ça nous oblige donc à envisager l'économie de demain dans ce qu'on appelle la circularité. Il va falloir passer à l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas y rentrer en détail ce soir, on aura l'occasion d'en reparler, vous pourrez lire des choses dessus. L'économie circulaire, c'est très simple à comprendre, c'est que tout produit que vous inventerez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, devra être pensé pour revenir dans le cycle de production au maximum, quand c'est possible. Je sais que dans la chimie, ce n'est pas toujours possible, mais qu'on récupère un maximum de choses. Dans l'industrie, c'est possible. Une voiture devrait être conçue pour être démontée facilement, de façon à ce que chaque pièce soit recyclée, réutilisée, broyée, refondue. Aujourd'hui, on fait du recyclage, ce n'est pas la même chose. L'économie circulaire, ce n'est pas du recyclage. C'est penser la réutilisation et qu'en fin de vie, le produit revienne. Et j'ai mis en place les structures pour les retraités et j'ai fabriqué un produit qui est facilement démontable. Ça change tout. Et ça va créer des nouveaux emplois, mais ça passe aussi par une révolution dans notre façon d'apprendre le vivant. C'est qu'il va falloir accepter de mettre un prix sur beaucoup de choses qui aujourd'hui n'ont pas de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à piller, à détruire, à souiller. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de prix. Pourquoi on continue à vendre du gaucho qui détruit les ruches et les essaims d'abeilles? Mais parce que le coût de la pollinisation, ça n'a pas de prix, la pollinisation. Qui paye les abeilles? Personne. Elles nous rendent un service gratuit. Alors on le prend, ce service, et on les détruit, parce que ça ne coûte rien de les détruire. Et comme on n'a pas de prix sur ce qu'on détruit, on continue. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, cet article date du 9 janvier, où l'Europe est en pénurie d'abeilles pour polliniser ses cultures. Et vous savez peut-être qu'en Chine, on a déjà commencé à polliniser à la seringue. Sérieusement, ce n'est pas une blague. Parce que le jour où il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits. Et comme disait Einstein, l'humanité est morte. On en est là. Il va falloir repenser notre rapport au vivant. Il ne s'agit pas de se prosterner devant une abeille tous les matins, c'est pas ça. Il y a un juste milieu dans mon discours. Il s'agit juste d'être conscient de ce que l'abeille rend comme service et donc de notre responsabilité de la protéger, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est de vivre en tant qu'adulte responsable. Et je lisais ce matin, c'est extraordinaire, ce matin j'ai découvert ça, il y a un manuscrit, un livre qui date du 19e siècle, 170 ans, qui est refait surface sur Internet, il vient d'être numérisé, et c'est un livre qui s'adresse aux maraîchers. Les maraîchers de Paris expliquent dans ce livre comment, sur des petites surfaces, ils arrivaient à 4, 5, 6 récoltes de légumes par an, et comment ils produisaient des melons dans Paris en plein mois d'avril. Avec des techniques totalement naturelles. Ce qu'on appelle la couche chaude, ils mettaient du fumier avant de planter, par exemple. Et ils plantaient sous le fumier, des choses comme ça, qu'on a complètement oubliées. Et ce livre vient de ressortir, c'est ça, la force des réseaux sociaux et la révolution. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité, mais ça peut redévelopper des cultures de petite taille dans les centres-villes avec des coûts économiques et environnementaux extrêmement faibles. Il va falloir aussi s'intéresser à ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, dans les prochaines années, et ça vous concerne, c'est observer le vivant pour en tirer des innovations technologiques majeures. Il y a des réactions chimiques dans la nature qu'on ne s'explique pas ou qu'on ne veut pas voir parce qu'on a un rapport à la science qui est un rapport de domination et pas forcément de compréhension.
La science, depuis la Renaissance, nous a permis de nous affranchir de la nature, de nous affranchir du vivant. Il va falloir remettre la science à sa place. La science va devoir nous permettre de comprendre le vivant pour vivre en harmonie avec et surtout survivre. C'est une vraie mutation philosophique. Ce qui veut dire qu'à terme, et j'ai presque fini, il va falloir vivre avec et non plus contre ou sans le vivant. Ça fait 2 siècles, ça a commencé il y a 5 siècles, mais depuis 2 siècles, on vit vraiment contre ou sans le vivant. On en est encore à faire des gares RER dans des zones qui seront inondées quand il y aura la prochaine crue parisienne, la crue centenale, et ça gêne personne. Tout le monde pense que la Seine va rester dans son lit éternellement. Alors qu'on sait que tous les 100 ans, elle déborde, et ce qui est extraordinaire dans la prochaine crue centenale, c'est que la prochaine crue centenale, on a estimé qu'il y aurait 400 000 personnes qui seraient sous les eaux, en région parisienne, 60 000 entreprises ne pourront plus travailler, plus de digicode, plus rien, les voies de métro inondées. On attend que ça se passe, on ne fait rien parce qu'on n'y croit pas. Mais quand ça va arriver, ça arrivera. Et ça, c'est l'arrogance d'Homo sapiens sur les événements naturels. On va faire des digues pour la contenir, mais ça ne suffira pas. Et je vous alerte sur un point qui est extrêmement important, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de renaissance et de rapport de vérité acquise. Il y a une chose qui va se mettre en place, j'en suis certain, c'est le tribunal international qui condamnera les génocides. Aujourd'hui, c'est les génocides qu'on condamne, demain, ce sera les écocides. Vous verrez que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, nos enfants, vos enfants, mettront en place un tribunal international qui jugera des grands chefs d'entreprise, de multinationales, sur la pollution, sur les écocides qu'ils auront générés. Et on leur dira pourquoi, comment vous avez pu faire ça. J'en suis convaincu. On est quand même en train de négocier sur les marchés financiers des droits à polluer. Un droit à polluer, c'est ni plus ni moins qu'un droit à empoisonner les générations futures. Alors, comme le disait Groucho Marx, les générations futures, j'en ai strictement rien à faire parce qu'elles n'ont rien fait pour moi. C'est un point de vue. Et nos enfants nous considéreront comme les nouveaux maîtres esclavagistes. Dans la nouvelle controverse que vous aurez le loisir de lire, parce que certains l'ont, vous verrez que ce qu'on a fait il y a 3 siècles, c'était normal. C'était normal pour les Occidentaux. Je dis c'est normal, je ne juge pas ça normal, mais ça paraissait normal, c'était pas négociable. Parce qu'il fallait des hommes pour exploiter le nouveau monde, et que ces hommes, comme on n'avait pas encore de machines, on est allé les chercher en Afrique. Et ça ne gênait personne en Occident, ni aux États-Unis, parce que c'était comme ça. Il fallait assurer la croissance économique. 2 siècles après, l'abolition étant passée par là, heureusement, on se rend compte du fait que c'était insupportable, inadmissible, insoutenable. Personne aujourd'hui se vanterait de dire « moi j'exploite des hommes que je cherchais là, puis je les fais travailler pour que dalle là-bas, et tu verrais, ça rapporte de l'argent ». C'est terminé, on n'imagine même pas. Même si ça se pratique encore un peu à droite à gauche, globalement, on n'imagine pas. Eh bien, dans 30 ans, dans 40 ans, nos enfants nous diront que nous avons eu le rapport à la nature équivalent à des maîtres esclavagistes. Nous avons exploité le vivant, comme certaines personnes ont exploité d'autres êtres humains à une époque. Et nous serons condamnés pour esclavage. Pourquoi ? Parce que depuis 5 siècles, nous avons la conviction que l'homme est seul maître et possesseur de la nature et que nous avons tous les droits, nous pouvons tout faire. Descartes l'a dit, ça a été affirmé, développé, ce qu'on appelle la modernité. Nous avons tous les droits, seul l'homme compte. Le reste, ce n'est que de la matière première, ce n'est que de la ressource. Parce qu'on parle même de ressources humaines. Une ressource, c'est ce qu'on exploite. Et donc, il va falloir passer par une prise de conscience universelle. Alors, je vous ai envoyé un peu haut, on va terminer sur un ballon dirigeable. Il va falloir passer par un grand débat international. On va se reposer une vraie question. Avons-nous le droit de détruire le vivant, l'environnement, au détriment des gens qui vivront sur cette planète dans 50 ans, dans 100 ans? Est-ce que nous avons ce droit-là? Et c'est ce qui s'est passé à Valladolid au XVIe siècle. On a débattu de l'humanité ou non des Amérindiens. Est-ce que l'Indien d'Amérique était un être humain ou un esclave potentiel? Il y a eu un débat. Eh bien, on va avoir ce débat à nouveau. C'est pour ça que j'appelle ça une nouvelle controverse. Il y aura une controverse sur les réseaux sociaux dans les prochaines décennies, je ne sais pas quand. On se posera les vraies questions avant d'être jugé comme maître esclavagiste. Et ça veut dire que l'humanité va devoir élaborer. Il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui a succédé à la Déclaration des droits de l'homme en France. Eh bien, on va vers une déclaration universelle des devoirs de l'homme envers le vivant. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. S'il n'y a pas de réciprocité, c'est la catastrophe, c'est l'anthropocène, puisqu'il n'y a pas de limite. Qui va arrêter l'humanité dans sa folle course aveugle? Il va falloir mettre du droit, donc des devoirs. Et je terminerai sur votre responsabilité en tant qu'acteur, collaborateur, en tant qu'entreprise. On a 3 bonnes raisons de s'engager plus dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale, le développement durable, vous lui donnez le nom que vous voulez. 1, vous pouvez changer les choses, vous avez du pouvoir. 2, la société civile le demande de plus en plus.
Quand vous interrogez les gens autour de vous, ils sont prêts à entendre ce discours-là de plus en plus. Et 3, c'est l'intérêt bien compris des entreprises et de nous tous de développer tout ça. Voilà, j'étais un petit peu plus long que prévu, merci. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.